qu'il y a un monsieur qui s'est dit je vais effectuer la première transaction en fait, pour 2 pizzas et il a donné 10 000 bitcoins. Maintenant, avec le recul, 10 000 bitcoins, c'est 600 millions d'euros. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, on va faire une émission spéciale sur la crypto-monnaie, sur le Bitcoin. On va recevoir Alexandre Roubaud, qui a créé une société qui s'appelle Bitstack, qui permet en gros, d'acheter, d'épargner en Bitcoin. C'est la première plateforme d'épargne de Bitcoin en France. Hyper intéressant puisqu'on n'avait jamais abordé le sujet. C'est un sujet qui fait un peu peur. Moi, j'en entends souvent parler dans les discussions, mais j'ai jamais trop osé y aller, etc. Du coup, on a plein de questions qu'on n'a jamais abordées. On va essayer de faire une émission qui est pour tout le monde, c'est-à-dire pour ceux qui s'y connaissent pas du tout dans les crypto-monnaies ni dans le Bitcoin, et aussi pour ceux qui s'y connaissent, on va être un petit peu plus technique par moment pour qu'en une émission, vous ayez un maximum d'infos pour essayer de comprendre tout ce système. En tout cas, merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux sur Légende, et c'est parti avec Alexandre Roubaud, le créateur de Bitstack. On y va. Je m'appelle Alexandre Roubaud et aujourd'hui je suis sur Légende pour parler du Bitcoin et essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. Voilà, bienvenue Alexandre, je vais te reprendre le clap. Merci. De venir jusqu'à nous. Avec plaisir. On n'a jamais abordé ici sur Légende le sujet des crypto-monnaies et de la plus connue des crypto-monnaies, le Bitcoin. Tu as un t-shirt Bitstack, pour expliquer. Tu as créé une société il y a 2 ans. C'est ça. C'est un Légende business. Aujourd'hui, on va parler de business, mais on va essayer de comprendre les crypto-monnaies, d'essayer de les expliquer. Moi, pendant des années, j'ai eu un peu peur de ça. Je me disais, tiens, qu'est-ce que c'est ce truc? Comme beaucoup de gens d'ailleurs. La plupart des gens, oui. Et j'ai acheté mes premières cryptos il y a, je te l'ai dit pour de vrai, on en parlait juste avant. Il y a 3 semaines à peu près. J'ai acheté 20 € de Bitcoin et 20 € d'Ethereum, donc pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est que Bitstack? Explique-nous un peu, puis après on va parler vraiment du Bitcoin, que tu nous expliques vraiment ce que c'est, essayer de comprendre le fonctionnement. Ouais. Alors Bitstack, c'est une application qui permet d'épargner en Bitcoin sans aucun effort. Donc justement, l'objectif, c'était de permettre à n'importe qui de démarrer et d'acheter ses premiers Bitcoins. Et on a notamment été connu parce qu'on a développé une mécanique qui est la mécanique de l'arrondi automatique, qui en fait permet de connecter son compte bancaire. Donc vous avez un compte bancaire sur LCL, Crédit Agricole, vous allez pouvoir le connecter à l'application et à chaque fois que vous allez faire une dépense sur votre compte bancaire, Bitstack va arrondir cette dépense à l'euro supérieur. Donc par exemple, moi j'aime bien donner l'exemple du café acheté 2,60 €, donc le café parisien qui coûte assez cher. Et il est arrondi à 3 € et les 40 centimes de différence sont automatiquement épargnés et investis en Bitcoin. Ah oui, petit à petit, mais ça te demande à chaque fois ou pas? Non, c'est une cagnotte. En fait, on a repris un peu une mécanique de la cagnotte, comme les fonds de tiroir à l'époque, ou le cochon, où on mettait un peu ces pièces rouges, ces pièces jaunes. C'est le même fonctionnement. Donc sur Bitstack, on connecte son compte bancaire, on n'a plus rien à faire. Et à chaque fois qu'on va dépenser, on va pouvoir suivre évidemment dans l'application plus 20 centimes, plus 35 centimes, etc. J'adore ça. Ça fait une petite cagnotte. Ça m'excite un peu de mettre 20 centimes. Ouais, non, mais en fait, regardez où ça en est, tu sais, chaque mois. Exactement. Et nos utilisateurs, j'aime bien reprendre leur mot, ils disent c'est 1 $. Parce qu'en fait, c'était ça l'objectif. Et en même temps, même si c'est 1 $ et que ça paraît des petits montants, on peut quand même se créer une vraie cagnotte, puisque ça représente, pour donner une idée, entre 10 et 15 € par semaine. D'accord. Donc 40 à 60 € par mois, ça fait quand même 600 € par an. Ouais. Juste d'épargne. Et après, bon, ça fluctue en fonction du prix du Bitcoin. Alors, c'est un peu comme le système. En ce moment, quand on va aux caisses de supermarché, quand tu payes en carte, ça te propose d'arrondir pour une association. Exactement. Tu sais jamais trop où ça va d'ailleurs, ouais. Si ça y va vraiment, j'imagine que oui, mais ce qu'ils font de l'argent, comment c'est utilisé, etc. En fait, en gros, là, c'est la même chose, mais utilisé pour toi. Là, c'est capitalisé pour ta propre épargne, pour financer tes objectifs de vie. Vous êtes la première application d'épargne en Bitcoin en France. Ouais, c'est ça. On a lancé il y a 2 ans, du coup. Un Bitcoin vaut, j'ai noté là, pour essayer de prendre, c'est environ 60 000 €. Ouais. Aujourd'hui, tournage, voilà, c'est fou, hein, parce qu'à l'époque... Plus ou moins, parce que ça fluctue. Il y a une époque, c'est très connu, il y avait un mec qui a acheté 2 pizzas, je crois, 10 000 bitcoins, où c'était énorme, ouais, ça. Qui vaudrait aujourd'hui 600 millions d'euros, je crois. Enfin, c'est assez... Qui était la toute première transaction en Bitcoin. Qui était la première transaction? Toute première. Et le Salvador a été le premier pays, là, avec Nayib Bukele, c'est ça le président du Salvador, qui a officialisé le Bitcoin comme monnaie nationale. Ça y est. Exactement, en 2021. Voilà, on verra si c'est dangereux ou pas dans le futur, tu vois, c'est ce qu'il disait, on va regarder, etc. Pour l'instant, ça tient. On va parler du Bitcoin, c'est bien, on va revenir après. Parce qu'on peut acheter du Bitcoin à plein d'endroits. Mais c'est quoi la différence, par exemple, avec une banque en ligne où tu vas acheter du Bitcoin, par exemple, toi? Il y a 2 choses. La première, c'est qu'il faut aussi différencier entre des plateformes régulées et des plateformes non régulées. Je commence avec celui-là parce que c'est aussi un point hyper important. Et on a aussi, et je pense beaucoup de gens ont entendu parler de plateformes avec des scandales, l'affaire FTX qui est la plus connue. On en parlera peut-être après. Mais aujourd'hui, il y a des plateformes qui sont vraiment régulées, c'est-à-dire qui répondent à un certain nombre d'exigences et qui sont ce qu'on appelle whitelistées
par l'autorité, les gendarmes boursiers, qui est l'autorité des marchés financiers, par exemple, en France. Donc ça, c'est important. Moi, je pense que le message qu'il faut faire passer, c'est de passer par ces plateformes, parce que ça vous permet d'avoir un médiateur si un jour il y a quelque chose qui se passe, si le dirigeant essaye de partir avec la caisse, ce que certains ont fait dans d'autres pays et d'autres plateformes, ou s'il y a un souci, là il y a un médiateur, il y a le gendarme boursier qui peut intervenir et les risques sont mitigés parce que la plateforme répond à toutes ces exigences. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Bitstack, nous, on s'est spécialisé sur vraiment le Bitcoin. Donc on a développé plein de mécaniques. L'arrondi, on en a parlé, c'est vraiment notre produit d'appel. C'est ce qui permet vraiment de démarrer, peu importe ses moyens, peu importe ses connaissances. Et en plus de cela, en fait, on est comme une banque Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous achetez réellement du Bitcoin. On va faire une analogie très simple pour que les gens comprennent avec l'or. Vous avez deux façons d'investir dans l'or. Vous pouvez investir sur un indice qui va suivre le cours de l'or. Et du coup, votre investissement va fluctuer si le prix de l'or à la hausse, si le prix de l'or augmente, et à la baisse si le prix de l'or descend. Mais vous pouvez aussi acheter physiquement de l'or, un lingot d'or ou des pièces d'or. Dans une boutique. Dans une boutique que vous allez après vous sécuriser vous-même. Il y a souvent des boutiques achat-vente d'or. Exactement. Je n'ai jamais fait ça. J'ai acheté 50 € sur une application. Okay. J'ai essayé, tu sais, d'acheter sur l'indice, je pense, de l'or. Voilà, c'est ça. Et sur Bitstack, alors le Bitcoin, ça reste numérique, mais il y a toujours ce même concept où on peut acheter, on peut investir sur un indice qui va suivre le cours du Bitcoin. Ou sur Bitstack, vous pouvez réellement acheter du Bitcoin, donc un vrai Bitcoin, si on peut dire ça comme ça, que vous pouvez même du coup sortir de Bitstack. C'est-à-dire vous pouvez le retirer, ce Bitcoin, pour payer en magasin avec, pour le sécuriser vous-même sur un coffre-fort numérique. Du coup, on va peut-être montrer une clé USB. On va peut-être montrer après à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est vraiment Bitstack parce qu'on a créé cette infrastructure pour acheter, comme un comptoir quand vous achetez un lingot d'or, pour acheter réellement du Bitcoin et en faire ce que vous en voulez. Ok. Donc réellement le posséder. Ouais, tu peux l'avoir sur toi. C'est ça, tu peux le retirer de Bitstack, comme ça nous on le sécurise plus pour toi. Moi c'est ce qui me fait peur en réalité, c'est que sur les banques en ligne, quand tu veux acheter du Bitcoin, en fait tu n'achètes pas du Bitcoin, tu achètes sur l'indice du Bitcoin, mais en fait finalement tu l'as pas avec toi. J'ai toujours peur que ça s'évapore. Il y a eu des grosses boîtes qui ont disparu, je crois, où les mecs sont partis, on va en parler après, avec des milliards de Bitcoin, et tous ceux qui avaient investi se retrouvaient... c'est ça. Voilà, ça c'est une façon d'éliminer ce risque complètement, c'est de dire ok, moi je veux pas déléguer cette responsabilité à une banque en ligne. Si on le fait, donc c'est pour ça que je rappelais ce premier message, vaut mieux en choisir une qui est régulée, qui est de confiance, etc. Sinon, si on se dit moi je veux risque zéro, et ben en fait on prend cette responsabilité. Il y a le risque de perdre, après il faut prendre cette responsabilité quand même au sérieux, mais on peut se l'approprier et dire c'est moi qui le sécurise, et donc il y a des clés USB qui permettent de le faire. Je vais te poser des questions après sur les 10 plus grosses rumeurs sur le Bitcoin. Il y en a beaucoup, des rumeurs. On essaie de prendre des rumeurs un peu folles et tu vas me dire si c'est vrai ou si c'est faux, de ce que tu en sais. Après tu peux pas tout savoir, mais si tu le sais. Juste, ça a été créé il y a 15 ans, en janvier 2009. Ça a été créé par qui, le Bitcoin, concrètement? Là, on essaie de parler à vous tous, si vous connaissez rien au Bitcoin. Et pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a juste le début, mais après, vous allez apprendre des choses. Qui a créé le Bitcoin? Comment c'est parti? Et pourquoi? Alors, c'est marrant, parce que c'est une des grosses histoires de Bitcoin, c'est la création de Bitcoin. Et par qui? Puisqu'on ne sait pas qui c'est. En fait, le Bitcoin a été créé par une personne ou un groupe de personnes, c'est d'ailleurs un peu le mystère que tout le monde essaie de résoudre, mais on sait qu'il y a un pseudonyme qui est Satoshi Nakamoto. Alors les gens disent japonais, pas du tout, d'ailleurs normalement non, mais en tout cas c'est Satoshi Nakamoto qui est une personne, on sait qu'il faisait partie d'un groupe qu'on appelle les cypherpunks. Qu'est-ce que c'est que les cypherpunks? C'est un groupe d'ingénieurs informatiques qui travaillent sur tout ce qui est technologie assez avancé de chiffrement. C'est ce qui permet qu'en fait, quand vous allez sur Internet, vos données soient chiffrées et sécurisées. C'est ce groupe-là de personnes qui a permis de développer... pour protéger nos libertés individuelles. Eux, en fait, c'est leur mission, c'est de dire on est sur un monde qui est de plus en plus digital. Et donc, c'est important de protéger sa vie privée, de protéger ses libertés individuelles. Et donc, ils ont travaillé sur un cash digital anonyme depuis les débuts d'Internet. Je fais une petite aparté du coup en expliquant que c'est vrai que souvent les gens pensent que le Bitcoin était la première crypto-monnaie. En fait, il y a eu 40 ans de recherche et développement avant le Bitcoin et une multitude de crypto-monnaies avant Bitcoin dont personne n'a jamais entendu parler parce qu'elles ont toutes échoué. Ça n'a pas été la première. Ça n'a pas été la première, c'est ça que les gens... Je croyais que c'était la première. Voilà, en fait, tout le monde pense que c'est la première. Mais dès les débuts d'Internet, il y a eu plein de tentatives pour justement se dire en fait on va faire des transactions en ligne. C'est important d'avoir un cash digital anonyme qui en fait répond aux mêmes besoins que le cash physique. Et donc les cypherpunks ont essayé coup après coup de créer ce cash digital anonyme. Donc on a eu eCash, DigiCash, eGold, Hcash, on a eu plein. Elles ont toutes échoué. Et c'est 40 ans plus tard
une personne, Satoshi Nakamoto, poste sur un forum en disant « Moi, je pense avoir la solution, ça s'appelle Bitcoin ». Et c'est un peu avant 2009, c'est en 2008 qu'il poste, donc octobre 2008, il poste sur ce forum ce qu'on appelle un livre blanc. C'est comme un papier scientifique, quand vous lisez un papier scientifique sur un sujet, un papier académique, qui explique, mot par mot, comment fonctionne, enfin, quelle est la proposition de Bitcoin comme solution, comment ça fonctionne et comment faire tourner le logiciel, etc., avec les formules mathématiques, etc. Et il poste ça suscite pas mal d'intérêt. Les gens disent « Ah, c'est intéressant, ok ». Et c'est seulement à partir de janvier 2009, personne ne l'a fait par lui-même. En fait, les gens auraient pu d'ailleurs démarrer avant Satoshi, c'est-à-dire prendre son papier, lancer le logiciel et commencer à utiliser Bitcoin. Mais personne ne l'a fait, et c'est lui, en janvier 2009, qui a commencé à utiliser le logiciel pour la première fois. Et petit à petit, il y a eu des utilisateurs qui sont rejoints au réseau, et 15 ans plus tard, on en est là. Et il y a un nombre limité de Bitcoin. C'est pas comme le dollar ou l'euro, où on en réimprime en vrai autant qu'on veut. Exactement. C'est limité. Exactement. En fait, ça fait partie de la philosophie de Satoshi, c'était de créer une alternative au système financier actuel. Donc Bitcoin, effectivement, il n'y en aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. C'est le fameux chiffre que certains auront pu entendre. Et comment ça va bloquer après? C'est ça. En fait, il a écrit dans le logiciel de Bitcoin, au lancement, qu'il y en aura... alors, c'est un peu plus compliqué que ça, sans rentrer dans les détails, mais en gros, c'est parti de zéro. Et le système définit, c'est une formule mathématique, qui définit qu'on en émet 50 toutes les 10 minutes. Tous les 4 ans, c'est divisé par 2. Donc ensuite, c'est 25 toutes les 10 minutes. Ensuite, c'est 12,5, 6,25. Là, on est à 3,125 toutes les 10 minutes. Ce qui fait que ça fait un peu une courbe comme ça pour ceux qui nous regardent. Donc pour ceux qui nous écoutent, ça fait une courbe montante et qui diminue en fait le nombre de nouveaux bitcoins créés. Ça arrive à un palier, quoi. Voilà. Et après, ça devient plat pour atteindre ces 21 millions de bitcoins. Et ça, c'est le cap. C'est-à-dire, c'est le plafond. On n'y n'aura jamais plus... Alors, du coup, vu qu'on est sur ce modèle-là d'émission, où au début, on en émettait 50 et ensuite, c'est divisé par 2, en 15 ans, on est à 19 millions et quelques de Bitcoin. Mais pour passer de 19 millions à 21 millions, c'est 2140. Ah, waouh! Ouais. Parce que comme on va diviser par 2 tous les 4 ans, en fait, ça va être très, très, très long pour arriver au dernier Bitcoin. Putain, c'est fait, on sera plus là. Donc, on sera mort, grosso modo. Okay. Et du coup, pour fermer la boucle avec, en fait, une des philosophies de Satoshi, c'était que il n'avait pas confiance au système monétaire actuel, qui est les monnaies, ce qu'on appelle les monnaies fiduciaires. Monnaie fiduciaire qui veut dire monnaie de confiance, puisqu'on fait confiance que un billet vaut bien ce qu'il vaut. Ou les monnaies étatiques, puisqu'elles sont émises par les États. Il faut savoir qu'à l'époque, si je te coupe, à l'époque, $1, c'était basé sur l'or. Ça, c'est hyper important. Ouais. Et ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus. Et c'est en fait, la naissance des monnaies fiat a commencé. La naissance des quoi? Des monnaies fiduciaires, ce qu'on appelle les monnaies fiat en cours. Ça a commencé en 1971, quand on est sorti de ce qu'on appelle les talons d'or. Parce qu'effectivement, avant la monnaie, c'était l'or. Donc des pièces d'or, des lingots d'or. Ensuite, on a dit, on va faire des créances, c'est-à-dire vous alliez à la banque, je schématise, je simplifie, il y a toute une histoire sur la monnaie, mais on va faire simple. Ensuite, il fallait que j'aille à la banque en disant, je dépose mes pièces d'or et on me donne un titre de créance qui dit, ça vous permet de retirer votre or. Et en 1971, il y a quelque chose qui s'appelle les accords de Bretton Woods, où les États-Unis, un consortium de personnes certainement très puissantes, ont dit, en fait, c'est peut-être plus simple si on peut créer de l'argent à l'infini. Et qu'on imprime comme on veut. Et qu'on imprime comme on veut. Et donc, en fait, ce système de monnaie infinie avec l'inflation, les gens pensent que c'est le status quo. Mais en fait, il faut savoir que c'est presque plus une expérience de laboratoire parce que ça fait que 50 ans, finalement, qu'on est dans ce système-là. Et je pense qu'il faut du coup le remettre en question. Et Satoshi l'a bien compris, puisqu'il a dit le problème fondamental des monnaies conventionnelles, c'est toute la confiance qu'on doit donner aux banques pour qu'elles ne dévalorisent pas la monnaie. Et l'histoire des monnaies conventionnelles est pleine de fois où les banques ont rompu cette confiance-là. Et du coup, ils créent Bitcoin. Ça fait peur quand même, quand tu t'y connais pas. Non, parce que c'est vrai, il y a toujours un mec en soirée qui s'y connaît en crypto, tu vois, qui va te dire qu'il faut absolument acheter maintenant ou pas. Exactement. Comment savoir quand c'est le bon moment? Est-ce que c'est un peu la loterie? Et qu'est-ce que tu conseilles aux gens? Tu vois, je pense qu'on a besoin d'avoir confiance. Ouais. Quand on va sur un domaine comme ça, je pense que personne va mettre tout son pognon. Je pense que c'est pas le truc à faire d'ailleurs. Non. Qu'est-ce que tu conseilles et comment est-ce qu'on peut être conseillé, justement? En fait, c'est la pire chose à faire, c'est de se dire, moi, je peux savoir quand le prix du Bitcoin est bas, parce qu'en fait, idéalement, on chronomètre, on fait ce qu'on appelle chronométrer le marché. On fait le trader, en fait. On achète quand le prix est bas,
et on revend quand le prix est haut, comme ça on gagne de l'argent. Sauf que ça, c'est comment pour 99% des fois perdre de l'argent. Et en plus, la plupart des gens ne sont pas traders professionnels, et même les traders professionnels perdent de l'argent. Donc l'idée, c'est d'abord de comprendre c'est quoi la proposition de valeur de Bitcoin. Donc ça, on en parlera après, mais grosso modo, Bitcoin, ça permet à des millions de personnes aujourd'hui d'envoyer de l'argent et de préserver, de protéger son épargne dans la durée. Donc, comme on a une offre fixe, on l'a rappelé au début, en fait, comment le prix du Bitcoin est déterminé? C'est l'offre et la demande. Donc l'offre, d'un côté de l'équation, elle est fixe. Il y a 21 millions de Bitcoin, il n'y en aura jamais plus. Et de l'autre côté, la demande, elle est croissante parce que Bitcoin répond à un besoin pour des millions de personnes. Donc c'est ce qui fait qu'on est parti de zéro. Un Bitcoin, ça valait zéro quand ça a commencé. Puis les gens ont commencé à l'adopter. Comme l'offre, elle est fixe, le prix monte. Et 15 ans plus tard, on est passé de 0 à 60 000 euros/$. Et donc, quand on sait ça, mais qu'on sait qu'aussi, à court terme, ça fluctue, forcément, puisqu'il y a quand même des acheteurs, des vendeurs, il y a un marché qui s'est créé autour. L'objectif, c'est de dire, il faut que je m'expose à la tendance de fond, qui est la tendance qui est haussière, mais que je minimise mes risques à court terme. Donc ça veut dire, avoir un temps d'horizon qui est plus long terme. C'est-à-dire que tu t'achètes et tu regardes pas tout. Et tu laisses. Voilà, c'est vraiment de l'épargne pour sur financer, 5 ans. Voilà, sur 5 ans. Le plus longtemps, le mieux, puisque l'actif prend de la valeur dans le temps. Un peu comme de l'or. Un peu comme de l'or. Ça monte tout doucement depuis des années. Alors, voilà. Bon, ça baisse, mais c'est quand même assez sur la hausse depuis longtemps. Exactement. Mais c'est même mieux que l'or, parce que l'or, techniquement, il y en a pas. C'est pas une ressource finie de manière absolue, parce qu'on peut en creuser, on peut en trouver plus, et plus le prix du Bitcoin monte, d'ailleurs, plus il y a des investissements pour creuser de l'or. Alors que le Bitcoin, c'est ce qu'on appelle une rareté absolue, il n'y en aura jamais plus de 21 millions à tout jamais. Donc le prix monte, et l'idée, c'est d'avoir un horizon de temps qui est long, et du coup, de mettre de l'argent de côté, de manière régulière. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'épargne. Et pourquoi faire cette stratégie-là? Parce que c'est une vraie stratégie qui est d'ailleurs employée dans les marchés traditionnels, en bourse, qui s'appelle le DCA. Les gens regarderont Dollar Cost Averaging, mais en gros, il y a un concept qui permet de dire, si vous voulez investir 1000 euros, au lieu de mettre 1000 euros et après on croise les doigts que ça monte, et là, vous mettez 100 euros toutes les semaines, pendant 10 semaines par exemple, et ça vous permet de dire, le prix du Bitcoin monte, j'achète, le prix du Bitcoin descend, j'achète, il remonte, j'achète, et j'achète à plusieurs points d'entrée. Ça lisse le point d'entrée, on lisse le risque. Tu peux être sur l'application que tu achètes au moment où ça dépasse... Non, en fait, toi, tu vas dire, je vais mettre 10 euros toutes les semaines, ou 100 euros toutes les semaines. Et en fait, peu importe le cours du Bitcoin, justement, ça va acheter. Mais en faisant ça, tu vas pas chronométrer le marché, comme on disait, et tu vas lisser ton risque et t'exposer sur le long terme à la tendance de fond. Alors, petite question, j'étais il y a quelques années en vacances avec des amis, l'été, et tout le monde disait, le Bitcoin va passer à plus de 100 000 à la fin de l'année, c'est sûr. Ouais. Et puis finalement, il a chuté après. C'était en quelle année? Je ne me rappelle plus trop. 2022, là, c'était il y a quelques années, grosso modo. En fait, on a vu une grosse hausse du prix du Bitcoin, et je crois qu'il est passé de 20 et quelques mille, on est monté jusqu'à 50 000 et 60 000. Et du coup, les gens spéculaient sur les 100 000, ce qui est un peu en plus la barre symbolique. Mais en fait, le discours, c'est toujours le même. Moi, par exemple, si tu me demandes, parce que les gens aiment bien demander d'ailleurs aux gens dans le Bitcoin, toi, tu penses qu'il va atteindre quel prix, quand, comment? Moi, j'appelle ça la boule de cristal. Personne n'a la boule de cristal. Si tu me demandes, est-ce que je pense que le prix du Bitcoin va continuer à monter vers le haut? Alors, moi, je peux pas donner de conseils d'investissement, je suis obligé de faire un peu le disclaimer. Mais oui. Maintenant, si tu me demandes quand, je sais pas. Pourquoi? Parce que c'est basé sur une multitude de facteurs qui fait que les gens... Voilà, est-ce que les gens commencent à... Il y a plein de gens qui essaient de démocratiser le Bitcoin. Si on avançait tous dans le même sens et qu'on faisait tous un super boulot à démocratiser, ça irait plus vite. Si maintenant, par exemple, certains médias qui sont assez négatifs sur le Bitcoin ou des gouvernements qui essaient de ralentir les choses, ils ne pourront pas tuer Bitcoin, mais ils peuvent essayer de ralentir les choses, faisant peur aux gens, en lançant des fausses informations. Ça va être plus long. Maintenant, la tendance de fond, elle sera toujours la même. Est-ce que j'entends toujours 2030, 1 million d'euros? Tu as entendu ce truc-là aussi? Ouais, tout le monde le dit en ce moment, c'est marrant sur les réseaux, il faut absolument acheter tout de suite et tout ça. Tu l'as entendu? Ouais, en fait, les gens adorent se focaliser sur le prix. Alors qu'en fait, finalement, ce qui est un peu dommage, parce que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est quand même l'argent. Non, évidemment. Mais en fait, le prix est la résultante. Tu sais, c'est un peu ce truc de si on se focalisait sur l'utilité du Bitcoin, pourquoi c'est important, quel besoin ça répond. Le prix, c'est secondaire. Et évidemment, du coup, ça monte vers le haut et c'est bien pour tout le monde. Mais là, le problème, c'est qu'on se focalise d'abord sur le prix
sans comprendre c'est quoi l'utilité du Bitcoin. Je vous mets un graphique là, qui apparaît à l'image, vous voyez comme ça le cours du Bitcoin qui s'appelle BTC. Hein, BTC, c'est le symbole. L'abréviation, on retrouve ça. Donc là, il était à 57 252 là, au jour du tournage. Voilà, vous voyez, il y a une très grosse montée en 2022. Ça a rebaissé, puis c'est remonté, c'est assez haut en ce moment. Là, on est dans la partie haute. Mais j'invite à ceux qui regardent et qui nous écoutent à aussi comparer avec ce qu'on appelle, ils tapent prix du Bitcoin, mais logarithmique. Parce qu'en fait, quand on regarde sur une échelle qui est celle dont tu as parlé, ça fait très volatile. On voit des fluctuations énormes. Mais ça, c'est pourquoi? Parce qu'on est parti de zéro. Quand le prix du Bitcoin valait 1 000 € ou 10 000 €, un changement de 1 000 €, c'est énorme. C'est 100% ou 10% sur 10 000 €. Sur 60 000 €, un changement de 1 000 €, ça représente rien en valeur relative. Alors en fait, quand on le met en logarithmique, ça adapte l'échelle. Et là, on voit que la tendance, c'est assez impressionnant, que la tendance, elle est haussière, juste globalement. Est-ce qu'on paye des impôts sur l'argent qu'on gagne avec les crypto-monnaies? Oui. En général, oui. Oui, alors en France, il y a un cadre, il y a un régime fiscal sur les crypto-monnaies. Et c'est taxé de la même manière que les plus-values. Sur l'immobilier? Sur les actions. Ah, okay. Donc, c'est la flat tax, c'est 30%. Bon, là, il y a des discussions, donc à voir si c'est augmenté à 33% ou pas. Il semblerait que, d'ailleurs, je crois que ça a été rejeté. Mais c'est la flat tax, c'est 30%. Donc, vous mettez 100 €, vous doublez votre argent. Sur les 100 €, vous faites 200 €. Sur les 100 € différents, vous allez payer 30 € de... Qu'est-ce que c'est que le minage? Le but, c'est que vraiment, en 1 heure d'émission, à la fin, on connaisse à peu près tout et on va après arriver sur des trucs plus techniques. Mais là, vraiment, on reparle de la base. Le minage, c'est la création de Bitcoin. Tout le monde peut le faire? Plus maintenant. Okay. Plus maintenant. J'ai toujours entendu qu'on pouvait prendre son ordi et le faire tourner dans le vide. Enfin, dans le vide, pour créer un Bitcoin. C'était vrai en 2009. Parce qu'en fait, une des choses ingénieuses que Satoshi a incorporé dans le système de Bitcoin, c'est un algorithme de difficulté, d'ajustement de la difficulté. C'est-à-dire, moins il y a de personnes qui minent, plus c'est facile de miner. Donc, il y a moins besoin de ressources informatiques. Et donc, à l'époque, comme il y avait très peu de personnes qui minaient, enfin, on parlait de 3 personnes, 4 personnes, une dizaine de personnes, on pouvait le faire avec son ordinateur portable. Ensuite, tu crées ton Bitcoin gratuitement. Voilà. Donc, il y a des gens, en 2009, la réalité, c'est qu'il y a des gens qui faisaient tourner leur PC et toutes les 10 minutes, ils chopaient 50 Bitcoins quand même. Oh la vache, gratuitement. Enfin, 50 fois 60 000 €. Pour le coût de l'électricité, quoi. Bah oui. Bon, après, là, les gens vont dire, ah oui. Les gens aiment bien dire, ah oui, du coup, ces gens sont multimilliardaires et tout. La plupart des gens ont vendu. Faut pas s'étonner quand on avait du Bitcoin en 2009, ou même ceux qui l'ont acheté pour 10 centimes, hein, parce que ça valait 0 à un moment donné. Donc, 10 centimes, après, ça valait 10 centimes, 1 €. La plupart des gens, quand le Bitcoin a tapé 300 $, faut s'imaginer qu'ils ont vendu. Ou même 1 000 $. Ouais, ils se sont dit, c'est leur vie, quoi. Donc, il n'y a pas de personne qui est là depuis 2009, qui a gardé tous ses Bitcoins, à part Satoshi, puisqu'il a 1 million de Bitcoins, pour la petite anecdote. Qui est un pseudo. Ouais, donc le créateur... Il n'est pas recherché par les autorités? Non, techniquement, il n'a rien fait d'illégal. Il est recherché... Si, il a créé une monnaie, c'est pas légal. Hein. C'est pas légal. C'est pas légal, c'est marrant, il a des emmerdes, le gars. Non, j'ai entendu des trucs. Bah, le Satoshi? Ouais. Bah, on sait pas qui c'est, mais oui. Techniquement, je crois que les gens savent qui c'est. Ah ouais? Je sais pas, j'ai entendu des mecs mystérieux qui dit rien, qui dit tout à la fois. Bah, par contre, je recommande, parce que je recommande jamais de documentaire, parce que sur la crypto, en plus, il y a un peu de tout et de rien. Par contre, il y a un documentaire Arte, Les mystères de Satoshi. C'est le seul documentaire que je recommande, c'est en 6 épisodes de 10 minutes, qui parle de qui est Satoshi, la création, etc. Donc là, maintenant, c'est dans des fermes à minage. Voilà, c'est ça. Ça se fait. C'est industriel. C'est quoi? C'est des professionnels qui investissent dans des ordinateurs spéciaux? Donc c'est ça, c'est devenu de plus en plus difficile de miner, puisqu'il y avait c'est une compétition, en fait, il y a de plus en plus de gens qui sont mis à miner. Donc l'ordinateur, on oublie, miner chez soi, c'est plus rentable du tout. On peut le faire pour comprendre le fonctionnement, et c'est ludique, mais il n'y aura pas de rentabilité. C'est-à-dire que ça va te coûter plus cher d'électricité. Voilà, exactement. Et ça va te pomper tout ton ordi pour rien. Exactement. Parce que la chance qu'avec votre puissance de calcul de votre ordinateur, vous puissiez résoudre donc l'algorithme qui permet de miner du Bitcoin, elle est quasi nulle, vous avez plus de chances de gagner au loto. Donc maintenant, c'est devenu industriel. Et on a créé carrément des ordinateurs spécifiques qui ont un seul et unique but, c'est d'optimiser la solution de calcul de cet algorithme-là pour Bitcoin. Et donc, c'est ce que les gens ont peut-être vu, ou pour que les gens visualisent, c'est des containers. Enfin, ça peut prendre différentes formes, mais juste pour que les gens visualisent, c'est comme des containers avec plein de machines qui sont branchées et qui minent du Bitcoin. Et à quoi ça sert de miner du Bitcoin? C'est un double effet, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la preuve de travail. C'est un des concepts clés du fonctionnement de Bitcoin. C'est ce qui permet de sécuriser le réseau.
Bitcoin, c'est quoi? C'est un réseau de paiement comme Visa, comme Mastercard. On peut envoyer de l'argent. Donc quand on envoie de l'argent, il faut que ces ordinateurs vérifient que la transaction soit valide. Et donc, il faut qu'ils soient... Donc ça, ils dépensent de la puissance de calcul informatique, donc de l'énergie, de l'électricité, pour sécuriser le réseau et s'assurer que ça fonctionne bien et que la transaction passe. Et du coup, il faut qu'ils soient récompensés, sinon personne ne le ferait. Et donc, ils sont récompensés de deux manières, et c'est ça le minage. Un, par les frais de transaction. Donc, quand j'envoie du Bitcoin, je paye des frais de transaction qui sont très faibles, mais on paye des frais. Et deuxièmement, et c'est ça la grosse récompense, c'est les nouveaux Bitcoins créés. Donc, les fameux 50 toutes les 10 minutes, et aujourd'hui, 3,125 toutes les 10 minutes. On va parler de toi dans 2 secondes pour comprendre un peu ton parcours, pourquoi tu as créé cette boîte, etc. Juste avant, tu disais, quand on préparait l'émission, en achetant 25 € de Bitcoin par semaine sur les 10 dernières années, tu aurais épargné en gros 13 050 € qui vaudraient aujourd'hui plus de 600 000. C'est ça. Donc c'est quelque chose un peu à long terme, quoi. Exactement. C'est ce que tu disais. C'est important de le comprendre. Moi, je croyais que c'était justement acheter, revendre tout le temps. En fait, non, faut essayer de mettre une petite somme. Pourquoi pas chaque mois, chaque semaine, et que tu laisses, en fait, et que tu regardes pas tous les jours, quoi. Ouais. C'est une autre manière de voir le truc. En fait, il faut voir le Bitcoin comme de l'épargne. Et ça paraît contre-intuitif, parce que l'épargne, on pense à quelque chose de sécurisant, c'est de l'argent qu'on a accessible très rapidement et qui ne perd pas de la valeur. Mais en tout cas, la proportion de valeur de Bitcoin, c'est de l'épargne. Et c'est d'ailleurs ça marche bien mieux que de garder des euros, parce que, encore une fois, quand on garde des euros, les banques centrales impriment de l'argent et dévalorisent la monnaie. C'est-à-dire que votre argent, il perd de la valeur constamment dans le temps. Alors que Bitcoin, c'est ça la force de Bitcoin, c'est que ça prend de la valeur dans le temps. Ça perd de la valeur parce qu'il y a l'inflation, etc. Exactement. On va faire les 10 rumeurs dans un instant. Juste avant, est-ce que tu peux expliquer l'histoire des pizzas qui ont été achetées avec 10 000 Bitcoin pour ceux qui ne la connaissent pas entièrement, pour qu'on puisse bien l'expliquer? Ouais. Donc, comme on disait tout à l'heure, le Bitcoin, donc, c'est créé en 2009. Enfin, en tout cas, le logiciel Bitcoin naît en janvier 2009. Des gens commencent à miner du Bitcoin, donc ils se retrouvent avec du Bitcoin, mais ça n'a aucune valeur, puisqu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de cours du Bitcoin. Donc le Bitcoin n'a pas de prix en tout cas exprimé en dollars ou en euros. Et donc il y a un monsieur qui s'appelle Laszlo, pour son nom de famille, je vais l'écorcher, mais qui est un développeur informatique qui minait du Bitcoin, qui s'intéressait à Bitcoin évidemment, qui en avait beaucoup, et qui s'est dit, je vais effectuer la première transaction, enfin je vais essayer de vraiment utiliser Bitcoin pour sa promesse, qui est d'effectuer des paiements. Et du coup, il a appelé, alors je sais plus, c'est une chaîne de pizza américaine, je crois qu'il avait appelé en disant, est-ce que vous acceptez du Bitcoin ou est-ce que je peux vous faire un deal? Moi, je vous donne 10 000 Bitcoins qui, en fait, pour 2 pizzas, je crois que c'était deux pizzas entières, donc l'équivalent de 40 balles. Et il a donné 10 000 Bitcoins. Et alors, l'anecdote du truc, c'est que maintenant, avec le recul, 10 000 Bitcoins, c'est 600 millions d'euros en fonction du prix actuel. Donc voilà, ça fait marrer les gens. Mais bon, lui, à l'époque, je me fais pas trop de soucis pour lui, de toute façon. On sait qui possède le plus de Bitcoin au monde? Ouais, donc c'est Satoshi. C'est forcément lui, ouais. Satoshi, parce que, en fait, et il faut pas le prendre de la mauvaise manière, il s'est pas attribué les Bitcoins lui-même. Ça, c'est hyper important de le comprendre, et c'est d'ailleurs ce qui différencie Bitcoin de toutes les autres crypto-monnaies. En tout cas, de la plupart des autres crypto-monnaies et du système monétaire de base, c'est que Bitcoin, c'est une monnaie qui a été mise à disposition, qui a été accessible à tous. Sauf que personne l'utilisait au début, personne faisait confiance au système. Et donc Satoshi, lui, il a commencé, mais il a joué par les mêmes règles du jeu que tout le monde. Lui, il a branché son ordi, il a miné. Et il s'avère juste que pendant des années, comme il y avait très peu de gens, il en a accumulé 1 million. Mais lui, il est parti de zéro. Et il a respecté les règles du jeu. Et il a chopé 1 million de Bitcoin. Donc il y a une adresse sur laquelle il y a plusieurs adresses sur lesquelles il y a 1 million. On sait qu'ils sont les toutes premières adresses créées de Bitcoin. Les premiers portefeuilles. Ils les utilisent pas? Ils n'ont jamais bougé. Donc ils sont bloqués. C'est bizarre, qui est cette personne, c'est fou. Ils sont considérés comme perdus. Alors c'est pour ça que les gens spéculent, il est mort potentiellement. Bon, voilà. Il y a plein de théories. Encore une fois, j'invite les gens à regarder le documentaire ou à se renseigner. Et après, il y a ceux qui suivent, puisque après il y a quand même eu des gens qui ont commencé assez tôt, qui ont été des convaincus assez tôt. Je crois que le deuxième, si on parle d'individus, parce qu'il y a aussi des entreprises, Tesla notamment, qui est la deuxième entreprise qui a le plus de Bitcoin, qui a 10 000 Bitcoin. La plus grosse, c'est MicroStrategy, qui est une boîte qui faisait rien à voir, mais le PDG était un anti-Bitcoin, assez fou comme histoire. Du jour au lendemain, mais anti-Bitcoin, il parlait à la télé en mode Bitcoin, parce que c'est un milliardaire américain. Donc il passe beaucoup à la télé. Il disait le Bitcoin, c'est nul, c'est une bulle spéculative, ça sert à rien. Et je pense qu'il a dû creuser le sujet. Et comme beaucoup de gens qui creusent le sujet d'ailleurs, finalement ils deviennent
ils comprennent l'utilité de Bitcoin et la proposition de valeur de Bitcoin. Et lui, à tel point qu'il en a fait la stratégie même de sa boîte, qui était d'accumuler un maximum de Bitcoin, parce qu'il a compris que ça allait être la monnaie du futur. Et du coup, sa boîte possède 150 000 Bitcoins, donc c'est celle qui en détient le plus. Ensuite, c'est Tesla. Et ensuite, en termes de personnes, on a les frères Winklevoss, qui sont connus pour ceux qui ont regardé le film sur Facebook, qui étaient les deux frères... créateurs de Facebook. Qui, avec Mark Zuckerberg... c'est eux qui avaient amené l'idée à Mark Zuckerberg, et Mark Zuckerberg avait créé l'idée. Ah oui, donc ils ont quand même beaucoup de Bitcoin. Et ils avaient fait un procès. Oui. Et voilà. Les frères Winklevoss avaient fait un procès à Mark Zuckerberg en mode il nous a volé notre idée. Et ils en avaient tiré, je crois, 20 millions de dollars à l'époque, ce qui n'était pas grand-chose pour Facebook. Mais ils avaient investi tout dans le Bitcoin, figure-toi. Ils sont bons quand même, les donc gars. Ils sont milliardaires maintenant. Donc ils ne sont pas à plaindre non plus. Ils ne sont pas à plaindre. Mais c'est vrai que ça fait peur quand même. En fait, à chaque fois que je vois une émission sur la crypto-monnaie, j'ai l'impression que c'est une arnaque. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, quand tu connais rien et que tu vois ce truc-là, tu sais, ça me fait un peu peur. Investissement, Bitcoin et tout. Ouais. Hop là, c'est quoi? Parce que tu as eu beaucoup d'influenceurs qui ont essayé de lancer des trucs. C'est ça. En fait, l'image de Bitcoin, elle a malheureusement été salie, si je peux dire, par tout ce qui a suivi derrière. Parce que quand Bitcoin a été créé, et comme on l'a dit, c'était pas la première crypto-monnaie. En fait, d'ailleurs, moi j'aime bien dire, je reprends un peu de mots de certains de mes collègues qui avaient dit c'est la dernière. Parce qu'en fait, c'est la première à avoir fonctionné. Elle fonctionne depuis 15 ans, il n'y en a pas besoin de nouvelles. Ça a résolu le problème d'avoir ce cash décentralisé, qui est la monnaie universelle pour tout le monde sur Internet. Et sauf que derrière, il y a des petits génies, enfin c'est ironique ce que je dis, qui se sont dit, en fait, on peut créer de la monnaie de manière arbitraire comme une banque centrale et s'enrichir. Ils ont créé leur crypto. Et ils ont créé leur crypto, mais là, qui ressemblait beaucoup plus à de la fraude, du scam, des pyramides de Ponzi, comme on appelle. Donc chacun s'enrichit, mais derrière, il n'y a rien. Et tout ça, en fait, est venu salir un peu l'image de Bitcoin, qui était une monnaie qui a démarré de zéro, qui a été adoptée de manière organique, parce que ça servait, ça avait une vraie utilité. Et donc, c'est pour ça que c'est vrai que les gens sont assez confus sur Bitcoin, la crypto-monnaie, les arnaques, etc. Je te prends les rumeurs sur Internet et sur le Bitcoin, et tu me dis si tu sais ou pas. Si c'est vrai ou faux, surtout. Le Bitcoin est une monnaie qui a été créée pour faire des transactions illégales et blanchir de l'argent. C'est un truc qui arrive quand tu as des discussions sur le Bitcoin. On entend blanchiment, là. Ouais. Ça, c'est le truc favori des médias. Enfin, de certains médias. Faux. Du coup, et c'est assez intéressant parce que d'ailleurs, ce qui est cool sur Bitcoin, et je pense qu'on va le retrouver dans plein de rumeurs, il y a plein d'études, mais c'est vrai que malheureusement, elles ne sont jamais mises en lumière et on préfère parler un peu des trucs percutants. Donc non, ça ne permet pas de financer des activités illicites ou de blanchir de l'argent. Il y a une société qui est la plus grosse société d'investigation américaine au monde sur les crypto-monnaies, donc spécialisée sur l'analyse des transactions de crypto-monnaies, qui a démontré que c'est moins de 1%, 0,34% des transactions en crypto-monnaie servent à financer des activités illicites. Ça représente, donc ça c'est en valeur relative, en valeur absolue, ça représente 24 milliards de dollars. On va comparer ça, mais c'est ça qui est intéressant, comparer ça avec l'argent classique. L'ONU, les Nations Unies, pardon, ont fait une étude et ont démontré que 2 à 5% du PIB mondial était utilisé pour financer des activités illicites. Ça représente 1600 milliards à 4000 milliards de dollars. Il y aura toujours des activités illicites avec tout. Mais parce que voilà. je crois sur le dark web, il y en a qui payent en Bitcoin. C'est ça la conclusion. C'est utilisé pour tout ça aussi. En fait, c'est ça la conclusion, c'est que Bitcoin, c'est un outil, comme plein d'outils. Et Bitcoin est une monnaie qui permet de faire des transactions qui sont incensurables. Donc, par définition, en répondant à ce besoin, ça va fonctionner pour des gens qui ont besoin de faire des transactions dans le monde entier et une minorité d'acteurs malveillants. En fait, comme ça fonctionne pour tout le monde, ça fonctionne aussi pour les criminels. Exactement. Et juste pour terminer là-dessus, c'est un outil où les moyens... Enfin, il y a plein de façons de faire des crimes, les moyens de transport, le cash, etc. Et un crime, c'est un crime. L'utilisation de l'outil ne fait pas de l'outil un crime, tu vois. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Tu vas nous montrer les clés USB sur lesquelles on stocke. On va en parler après dans un instant. Juste avant, on finit. Emmanuel Macron investit depuis 2009 dans le Bitcoin. On voit des trucs, il paraît qu'il achèterait du Bitcoin. Est-ce que c'est vrai ou pas? En tout cas, pas à ma connaissance. C'est faux. Est-ce qu'il a essayé d'en acheter? Alors, en 2009, franchement, je pense pas. J'avais jamais entendu cette rumeur. Mais est-ce qu'il en a peut-être déjà acheté? Peut-être. Mais franchement, je pense. Il y a des gros patrons, Tim Cook de chez Apple. Ça, par contre, il y en a qui l'ont annoncé officiellement. Tim Cook, Elon Musk, Michael Saylor, qui est le PDG de MicroStrategy, l'entreprise dont je parlais. Le cofondateur de Twitter, Jack Dorsey. Voilà, Jack Dorsey, qui est un gros défenseur de Bitcoin. Ouais. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des pays comme le Qatar qui auraient voulu racheter 50% des Bitcoins? Non, pareil, ça c'est faux. Alors ça je l'avais vu passer, mais c'était vraiment une rumeur pour le coup.
Peut-être qu'ils avaient dit à un moment donné qu'ils allaient investir, et en fait, ils voulaient investir 500 milliards de dollars. Enfin, la rumeur, c'était qu'ils voulaient investir 500 milliards de dollars, ce qui représentait la moitié de la valeur totale des bitcoins. Donc, les gens ont fait un peu un truc de maths un peu bête, que c'était la moitié des bitcoins. Dans les rumeurs, on n'est jamais vraiment propriétaire de ces bitcoins. Ils peuvent être récupérés, aspirés par les créateurs. Ouais, ça c'est faux aussi, évidemment. Si tu l'as sur ta clé, c'est à toi. Voilà, exactement. En fait, Bitcoin, d'ailleurs, c'est le premier actif numérique, enfin c'est le seul actif numérique qu'on peut posséder réellement, parce qu'à la base, tout ce qui est sur Internet, c'était ça l'enjeu, c'est que tout peut être recopié, puisque c'est du code informatique. Et l'idée avec Bitcoin, c'est de créer un actif numérique qu'on peut réellement posséder, qui ne peut pas être recopié. Et donc, par définition, le fonctionnement de Bitcoin fait que quand vous le possédez, vous êtes le seul personne à le posséder, personne ne peut vous le prendre, à part si vous prenez l'information de la personne, qui est la clé. Si on te vole ta clé, quoi. C'est comme si on te volait ta clé. C'est une information, donc en fait, soit vous l'avez dans la tête, soit vous l'avez sur un dispositif. Ah oui, c'est un code. Ouais, c'est un code, en fait. Faut ta clé plus ton code. Non, en fait, c'est que la clé détient c'est le code. Mais techniquement, je ne conseille à personne, mais techniquement, on pourrait mémoriser le code. Enfin, la clé. Putain, faut pas l'oublier. La clé, c'est une suite de mots. Ah, ok. C'est 12 à 24 mots. Attends, tu vas nous expliquer ça dans 2 secondes. Hyper intéressant. Ouais. Je finis juste les rumeurs. Le Bitcoin pourrait valoir 1 million d'euros d'ici quelques années, on en a parlé avant. Ouais. Il y aurait des discussions pour faire du Bitcoin une monnaie légale en France. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Non, pas du tout. Par contre, c'est un actif réglementé. Enfin, c'est considéré comme un actif numérique. C'est comme ça que c'est défini en France. Ça a été il y a un peu une loi là-dessus. Voilà, maintenant il y a depuis... alors, c'est pas tout le cadre réglementaire qu'on a en France, il n'est pas sur Bitcoin. On l'a défini comme un actif numérique. Voilà, c'est un actif bien défini. On sait qu'est-ce que c'est, mais on est aussi venir en fait créer un cadre pour les acteurs qui fournissent des services, donc comme des sociétés comme BitStack par exemple. Et ça, c'est depuis 2019. Il y a la loi Pacte qui avait été votée. C'est une loi qui surtout l'industrie financière et qui, pour la première fois, ont introduit un cadre réglementaire pour ce qu'on appelle les prestataires de services sur actifs numériques, qui sont des plateformes comme BitStack. Sur quelles exigences, justement, elles doivent répondre pour protéger les consommateurs, etc. Le Bitcoin a permis à des Ukrainiens, alors ça je ne savais pas, c'était marqué sur Internet, tu vas me dire si tu en as entendu parler ou pas, aurait permis à des Ukrainiens de déplacer leur argent facilement et passer la frontière au moment de la guerre contre la Russie, de le mettre sur des Bitcoins, sur des clés et puis de s'enfuir. Ouais. Bah oui, parce que c'est ça, encore une fois, l'utilité de Bitcoin, c'est qu'on peut envoyer de l'argent sur Internet quasi instantanément, quasi sans frais, sans intermédiaire de confiance. Il n'y a pas de banque. Moi, j'ai du Bitcoin. Vous avez un wallet, un portefeuille numérique qui peut recevoir du Bitcoin. Ben, je l'envoie et personne ne peut m'en arrêter. Donc, ça a plein d'utilité dans des cas normaux, mais dans des situations de crise, ça prend tout son sens parce que ça permet de vraiment protéger son patrimoine. J'aime bien dire aux gens, est-ce que vous avez déjà essayé de déplacer 100 000 euros d'or à l'aéroport? Est-ce que vous avez déjà essayé de déplacer 100 000 euros de cash à l'aéroport? Je pense que non seulement vous passez pas, mais en plus vous perdez. Puis tu auras 2-3 questions qui se trouvent. Voilà, tu auras 2-3 questions, tu vas être pris pour un criminel. Ou même, et même en France, hein, pourtant, essayer de mettre 100 000 euros sur un compte en banque. On n'a pas le droit d'avoir plus de 1 000 euros en cash en France. En plus. Avant c'était 3 000, maintenant c'est 1 000. Et même mettre 100 000 euros sur un compte en banque et appeler son banquier pour lui dire instruction de virement, 100 000 euros sur un compte à l'étranger, juste parce que j'en ai besoin. J'invite les gens à essayer. Je pense que ça ne marchera pas. Et Bitcoin, que ça soit 1 000 euros ou 1 milliard d'euros, vous allez pouvoir l'envoyer quasi instantanément et quasi sans frais. Je pense que le banquier te dit asseyez-vous là, monsieur, il y a des gens qui arrivent. Si tu veux envoyer ça. Mais c'est vrai, c'est très contrôlé. Hein. Les déplacements financiers, c'est pour ça qu'ils ont abaissé le cash. Ouais. C'est justement pour pouvoir mieux contrôler les flux, les achats. On n'a plus le droit de rien payer en cash au-dessus de 1 000 euros, dans une boutique même. Ils n'ont pas le droit de le faire. Et l'Ukraine, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais dans plein de pays où il y a soit des problèmes de censure financière, c'est-à-dire envoyer de l'argent, c'est pas possible parce que le gouvernement est autoritaire, il ne le permet pas. Ou il y a aussi, parce que Bitcoin permet de placer de l'argent sur Internet et de protéger son épargne. Donc il y a aussi ce sujet il y a plein de pays comme le Venezuela, le Liban, où il y a ce qu'on appelle l'hyperinflation. On a vu la monnaie, elle vaut plus rien, les gens la jettent dans la rue. Et ben le Bitcoin, ça a été un peu une roue de secours pour des millions de personnes. Donc en fait, pour plein de situations de crise. Et ça, on se dit, mais ça ne me concerne pas. Il faut savoir que la moitié de la population dans le monde vit de l'hyperinflation. La Chine a voulu rendre illégal le Bitcoin sur son territoire et ça a créé un marché illégal. Est-ce que ça, c'est vrai ? Alors oui et non. Oui, dans le sens où en fait la Chine, jusqu'en 2017, c'était un des pays où il y avait le plus de mineurs. Donc on expliquait, c'est des entreprises qui montaient des gros hangars pour créer du Bitcoin. Voilà, pour créer du Bitcoin. Et donc il y avait toute une industrie autour et toute une activité. Et en 2017, il me semble en tout cas la première fois, la Chine a dit c'est interdit de miner du Bitcoin. Et c'est assez intéressant dans l'histoire de Bitcoin parce que ça a été un test énorme, même pour essayer de
contrer Bitcoin, de tuer, parce que la Chine, évidemment, il faut se dire que la Chine, pays plus grosse autocratie au monde, pays autoritaire, on parle du système de crédit social en Chine, où tout le monde est surveillé, tout le monde a un score. Bref, c'est quand même assez impressionnant. Bitcoin, c'est l'antithèse de ça. C'est une monnaie pour protéger sa souveraineté. Les États n'ont pas envie qu'il y ait des bitcoins. Surtout les États comme la Chine et les États de manière globale, parce que la monnaie, c'est quand même un outil qui permet d'influencer la société. C'est d'ailleurs pour ça que si tu fais des faux billets, en France, c'est plus grave que si... plus grave, je pense que tu prends plus de prison que si tu faisais du mal à quelqu'un. Ouais. Mais sauf que... plus grave sur l'échelle, quoi. Je fais une petite parenthèse, mais les gens, on sait que du coup l'argent c'est quand même au centre de notre société puisque voilà, on travaille dur, on a de l'argent et notre épargne elle est influée par les politiques monétaires de la Banque centrale européenne. Sauf que qui c'est dans la Banque centrale qui gouverne et qui décide le futur de votre argent? C'est des gens qu'on n'a pas élus. Personne ne les connaît ou on les connaît mais on les a pas élus et on fait pas partie de la discussion. Donc il y a quelques personnes dans un bureau en costume cravate qui déterminent finalement votre pouvoir d'achat. Et je pense que c'est pas la vision de la monnaie du futur que j'ai, et des bitcoins, c'est une alternative à ça. Donc voilà, j'invite les gens à creuser vraiment de cet angle-là. C'est des reptiliens ou pas? Peut-être. Est-ce que la Terre est plate? Peut-être que Satoshi est un reptilien. Petite dédicace à une précédente émission. Je vois. Plus de Français, alors ça, c'est les 2 dernières, mais ils sont assez folles. Ouais. Plus de Français détiendraient des crypto-monnaies que des actions en France. Ouais, ça c'est fou. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Il y a plus de gens qui ont acheté du Bitcoin que des actions. Ouais, il y a une étude qui a été réalisée par ce qu'on appelle l'Association du développement des actifs numériques, qui est une association qui représente l'écosystème de la crypto-monnaie, on va dire, plus KPMG, donc qui est un des plus gros cabinets de conseil au monde, qui a réalisé une étude sur les Français, l'épargne, les crypto-monnaies, le Bitcoin, etc. Et justement, qui a révélé qu'il y avait là, la dernière, ils en font une chaque année maintenant, donc je vais prendre la dernière, qui est celle sur l'année 2023. 12% des Français détiennent de la crypto-monnaie versus 6 à 7% qui détiennent des actions en propre. Donc c'est pratiquement 2 fois plus. Et en plus de ça, ils ont aussi révélé qu'un quart des Français donc, qui n'en possèdent pas, mais un quart, ce qui est énorme, envisagerait d'en acheter. Donc en fait, il y a vraiment une vraie vague d'adoption qui arrive, les gens s'intéressent au sujet, et ça c'est une bonne nouvelle. T'as un tout petit air de Pierre Niney. C'est vrai, c'est marrant que tu me le dises. Vous ne trouvez pas? Les gens qui vont regarder l'émission vont rigoler parce que mes potes et tout. Parce te le disent? On me le dit tout le temps. Ah ouais? Non, en fait, maintenant que j'ai vu ça... D'ailleurs, il y a une corrélation assez marrante entre la notoriété de Pierre Niney et le nombre de fois qu'on me dit tu ressembles à Pierre Niney. Ah, tu vois, quand il fait un film, Le Comte de Monte-Cristo, là. Le Comte de Monte-Cristo, par exemple, là, on me le dit souvent maintenant. Mais en fait, plus je me le dis, plus c'est vrai, je trouve qu'il y a un air. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Benjos, non? Non, je l'aurais pas dit si tu l'avais pas dit. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et Thibaut, oui. Il y a des traits, il y a des traits. Okay. C'est pas son sosie parfait, mais il y a un petit air. Il y a un air drôle. Le Bitcoin, pour terminer, aurait permis de sauver le plus grand parc national, d'ailleurs, du Congo. Alors ça, c'est vrai aussi. Et ça, c'est des projets qui sont pas assez mis en lumière. Justement, on parle beaucoup des fausses idées, enfin en tout cas du négatif soi-disant de Bitcoin, mais il y a plein d'histoires assez folles, comme celle-ci, où en fait, il y a le plus gros parc national au Congo, qui est le Virunga, qui est d'ailleurs la réserve avec la plus grosse biodiversité en Afrique, qui est connue parce qu'il y a des gorilles en voie d'extinction, et voilà, puis c'est une super belle réserve, qui avait des difficultés financières, parce que cette réserve vivait principalement du tourisme. Il faut savoir que c'est une réserve hyper importante, mais qui était financée qu'à 1%, qu'à hauteur de 1% par le gouvernement. Donc en gros, elle devait se débrouiller toute seule et s'autofinancer. Et il s'autofinançait avec le tourisme, ce qui paraît logique. Sauf que, en République démocratique du Congo, il y a eu plein d'instabilités, des groupes armés, des kidnappings, des actes de violence, Ebola, le Covid, etc. Et donc ils ont perdu 40% de leur tourisme, si ce n'est pas plus. Et du coup, il y avait des problèmes financiers. Et le parc était en voie de disparition dans le sens où ils ne pouvaient plus effectuer leur travail de conservation naturelle. Et il s'avère que ce parc, il a une particularité, c'est qu'il a une rivière, ou même plusieurs rivières, si je ne dis pas de bêtises, avec un courant continu. Et du coup, ils ont installé des centrales hydroélectriques, puisque le courant permet de créer de l'électricité. Et ça, c'était important pour aussi donner de l'électricité aux communautés locales autour. Et sauf que ils avaient des problèmes financiers, et en plus ils avaient ces centrales hydroélectriques qui créent du surplus énergétique, c'est-à-dire qu'il y a des moments où sacrée électricité c'était utilisé, puis il y a des moments où il y avait du surplus qui était gaspillé. Et donc ils ont eu un peu ce truc ingénieux de dire on va utiliser ces centrales hydroélectriques, le surplus, pour brancher du minage des mineurs de Bitcoin, donc ces machines informatiques, et du coup monétiser, en fait créer un revenu
grâce au surplus énergétique. Et c'est ce qu'ils ont fait, et c'est une des utilités du minage, et pourquoi le minage peut être vraiment positif, parce que voilà, ça permet de rééquilibrer le grid électrique. Et ils ont fait à peu près 500 000 euros d'argent par an, et ça leur a permis de sauver le parc, puisque grâce à cet argent, ils ont payé les salaires, payé les rangers qui combattent les braconniers ou les groupes d'armées, les communautés locales, etc. Parce qu'il y a moins de touristes en ce moment, avec voilà, l'instabilité, etc. Voilà. Et donc il y a un sujet, je ne sais pas si on en parlera après, mais là je fais la version très courte, c'est les gens pensent que le Bitcoin est anti-climat, et n'est pas écolo, que ça pollue, parce que c'est vrai que c'est énergivore, ça c'est une réalité, ça utilise de l'électricité pour alimenter le réseau. Mais en fait, Bitcoin est potentiellement, je vais lancer la punchline et après on verra si on creuse, mais qu'à l'inverse, moi je dirais que c'est contre-intuitif, mais Bitcoin est une façon d'arriver à la transition écologique. Parce que justement, ça a ces incitations économiques qui font qu'on rééquilibre le grid électrique, parce que le renouvelable, c'est de l'intermittence. Ça, c'est le plus gros problème du renouvelable. Ça veut dire quoi l'intermittence? Ça veut dire que là où on produit, et quand on produit l'énergie, enfin l'électricité avec l'énergie renouvelable, ce n'est pas l'endroit où on la consomme, ni le moment où on la consomme. Et donc, ça crée une disparité. Et le problème, c'est que stocker et transporter de l'énergie, c'est extrêmement coûteux. Ouais. C'est les batteries, c'est du cobalt, du lithium, ça. Les batteries, c'est extrêmement coûteux, et transporter l'énergie, c'est coûteux. Et en fait, là, on peut utiliser les mineurs pour venir brancher dans des moments, parce que le Bitcoin s'en fout de quand et où est produite l'énergie. Donc là, on peut brancher des mineurs, et en fait, on peut réutiliser le surplus énergétique pour venir rééquilibrer le grid électrique et le réseau. Et ça, on n'en parle pas, et c'est étude après étude après étude, et malheureusement, les gens disent que le Bitcoin est anti-écolo, alors qu'il y a des études, c'est pas moi qui le dis, c'est pas Alexandre Roubaud, 27 ans, qui dit ça, c'est le consensus scientifique, c'est des études de Cornell, des plus grandes universités américaines, qui dit que le Bitcoin est un acteur majeur de la transition écologique, et que c'est potentiellement grâce au Bitcoin, pour dire à quel point c'est l'antipode de ce qu'on dit, le Bitcoin pourrait être la solution à remplir les objectifs de l'accord de Paris, etc. Tu disais, tu as 27 ans. Ouais. Toi, Alexandre, tu as grandi à Aix-en-Provence, tu as fait tes études là-bas. Après, tu pars au Canada. Tu es fils d'entrepreneur. Comment tu viens à créer ta boîte? Je suis né à Aix-en-Provence et j'ai grandi jusqu'à mes 17 ans. J'ai mon grand-père qui était entrepreneur. Donc, il y a eu cette figure un peu entrepreneuriale. Mais bon, après, c'est mon grand-père, donc c'est pas non plus la personne avec qui je passais le plus de temps. Mes parents n'étaient pas entrepreneurs. Mon père... salarié d'un grand groupe, etc. Et ma mère, pareil, différents boulots. Donc non, j'ai pas eu ça, mais c'est vrai que moi, on me le dit, quand j'étais plus petit, j'avais ce truc de je voulais me débrouiller, je faisais des petits business, enfin quand on est gamin, c'est pour rigoler, c'est de faire un peu d'argent. Mais voilà, donc il y avait un peu ce truc, mais voilà, rien de très concret. À mes 17 ans, par contre, moi j'ai eu cette chance, ça je le dis, mes parents m'ont mis à l'école internationale. Depuis que, donc à l'école à Aix-en-Provence, à côté d'Aix-en-Provence, j'étais dans une école internationale, bilingue, donc je suis très orienté vers l'international, on parlait anglais dès le début. Donc moi c'était mon objectif, de partir à l'étranger. Et donc les US, le Canada, ça aurait pu être l'Angleterre. Pourquoi le Canada? Donc je suis parti au Canada, à Montréal, à mes 17 ans, pour partir à l'université de McGill, qui est une super bonne université. Et pourquoi pas les US? Parce que les US c'est très cher, tout simplement. C'est 50 000 euros de frais de scolarité par an. En plus, il faut vivre là-bas. Donc, voilà, c'est un budget à 100 000 euros par an à peu près pour un étranger. Alors que le Canada et le Québec, donc la province de Montréal, qui parle français, ben justement, ils veulent garder cette culture. Il y a un peu cet enjeu de garder la culture française, enfin francophone. Et du coup, ils essayent de faire venir des Français et ils subventionnent les frais de scolarité. Donc, McGill, pour des étrangers, ça coûte 40 000 euros, 40 000 dollars. Pour un Français, ça a coûté 44 000 euros. Donc presque moins qu'une école de commerce ou moins qu'une école de commerce en France. Donc moi, ça m'a permis de bénéficier d'une scolarité américaine, nord-américaine, pour pas cher du tout. Et donc c'était un bon compromis, donc je suis parti là-bas. C'est là-bas que tu as rencontré Kabir, 25 ans, aujourd'hui, cofondateur avec toi. Vous avez créé ça à deux, BitStack. C'est ça. Comment vous venez à créer cette boîte? Pourquoi? En fait, créer une boîte, on me demande souvent, moi, la meilleure analogie que j'ai, c'est un alignement d'étoiles. Parce qu'il y a plein de facteurs, on ne peut pas créer une boîte juste comme ça. Et moi, c'était donc l'alignement de différents facteurs. Donc, j'étais attiré par l'entrepreneuriat. Je passais beaucoup de temps durant mes études dans les clubs, les associations étudiantes start-up, nouvelles technologies, etc. C'est comme ça que je tombais sur le Bitcoin, d'ailleurs, pendant que j'étais étudiant. Mais voilà, donc au début, je me suis dit, tiens, c'est un sujet qui m'intéresse. Peut-être je lancerai une boîte un jour, mais
Voilà, comme beaucoup de gens se le disent peut-être. Et après mes études, j'étais quand même intéressé beaucoup par tout ce qui est sujet d'épargne, d'investissement, de finances personnelles et de nouvelles technologies. Donc j'ai fait quelque chose qui paraît plus standard, c'est que j'ai rejoint une start-up canadienne qui développait une application mobile. Elle s'appelait Moka, enfin elle s'appelle Moka, elle a été rachetée la boîte, mais à l'époque elle s'appelait Moka. C'est une application mobile qui permettait aux gens d'épargner et d'investir en bourse, donc sur des marchés traditionnels, pour financer leurs objectifs de vie. Et moi, je dirigeais toute la partie produit, donc je travaillais avec les ingénieurs, les designers, les différentes parties prenantes, pour développer le produit, les nouvelles fonctionnalités du produit. Et on a aidé avec toute l'équipe des centaines de milliers de Canadiens à justement épargner et investir. Et la boîte a été rachetée après 2-3 ans, et moi j'ai vu comment tout le fonctionnement de la boîte, c'était quoi tout le fonctionnement de la boîte. Du coup, voilà, les étoiles ont commencé à s'aligner. La boîte pour laquelle je bossais a été rachetée. En parallèle, je passais mes soirs et mes week-ends à étudier Bitcoin. Et je me disais, c'est une folie, c'est une révolution. On vient redéfinir tout le système actuel. Il y a une vraie solution d'épargne. Donc, aider les gens à épargner, c'était déjà une mission sur laquelle j'étais lancé avec cette boîte. Et 2, là, je me suis dit, en fait, on peut réconcilier la deuxième moitié de l'équation, c'est épargner dans quoi? Et Bitcoin, qui a une vraie proposition de valeur incroyable pour redéfinir l'épargne et protéger son épargne dans le temps. Donc ça c'est quelques étoiles qui sont alignées. J'avais un peu d'argent de côté, faut pas se mentir, il faut avoir un peu d'argent pour se lancer, parce qu'on ne se paye plus quand on lance une boîte. Combien ça coûte de créer une boîte comme BitStack au départ? Moi, j'ai mis 1 an avant de pouvoir me verser mon premier salaire. Voilà. Il y a peut-être des boîtes où c'est plus rapide. Moi, c'est 1 an avant qu'on ait pu y aller chercher du financement. Et après, du coup, j'ai pu me verser un salaire. Mais pendant 1 an, j'avais pas de salaire. Donc, à minima, moi, c'était ça. En plus, ça a coûté plus cher pour nous, parce que comme on s'attaquait à un marché régulé, puisqu'on monte quand même une plateforme financière, c'est des frais d'avocat, des frais de conformité, parce qu'il faut aller chercher des licences, des agréments, des enregistrements. Et donc nous, on a voulu être enregistrés, enfin on était obligés d'être enregistrés pour lancer cette activité-là, sinon c'était illégal. Et donc ça m'a coûté quelques dizaines de milliers d'euros quand même. Et donc j'avais cet argent-là. Et le dernier facteur, c'était cette fameuse loi qui était passée en 2019, qui avait défini pour la première fois un cadre réglementaire clair pour que des sociétés comme nous sachent comment se réguler, comment obtenir une bonne licence qui dit vous êtes autorisé à fournir ces services-là et faire cette activité de manière légale, en fait, tout simplement. Et donc toutes ces étoiles sont alignées. Je me suis dit, la boîte est rachetée, donc il faut peut-être que je change de job. J'avais pas envie de rester. J'avais mis un peu d'argent de côté. J'avais un peu ce moment eureka entre l'épargne et je savais comment aider les gens à épargner avec des mécaniques comme l'arrondi et autres, et le Bitcoin comme potentielle nouvelle solution d'épargne. Et cette nouvelle loi en France qui passe, où je me dis, tiens, c'est enfin l'opportunité de créer une vraie société française de confiance, régulée, pour démocratiser l'épargne en Bitcoin. Et alors sur BitStack, comment ça se passe? Tu télécharges une application? Ouais, c'est ça, c'est une application mobile. Ça va vite? C'est compliqué? Très simple. C'était ça le but, c'était qu'il y avait des plateformes, parce qu'en fait la réalité, il y en avait déjà des plateformes où on peut acheter du Bitcoin. Mais toutes ces plateformes-là, ou même des crypto-monnaies justement, toutes ces plateformes-là, elles étaient destinées à ce que moi j'appelle les traders amateurs. C'est les gens qui se disent un peu pro, qui veulent investir. Ça, on parle d'épargne versus investissement, qui veulent investir, prendre des risques et spéculer sur, d'un coup, le prix du Bitcoin, il va monter, le prix de cette crypto, il va monter, il va descendre, j'achète, je vends. Et nous, c'était pas ça l'idée, c'est de dire, nous, on veut aider les gens à épargner. L'épargne, c'est le plus important parce que c'est la base pour financer ses objectifs de vie, hein, une maison, des vacances, sa retraite, etc. Et Bitcoin, c'est une vraie solution d'épargne. Donc, on va juste créer un compte épargne. C'est comme un livret A, mais un livret Bitcoin, un livret d'épargne en Bitcoin, qui soit accessible à tous. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a créé cette application mobile. On a créé l'arrondi, la mécanique de l'arrondi. Enfin, on a utilisé la mécanique de l'arrondi pour dire, là, au moins, c'est $1. C'est simple, c'est ludique, c'est accessible à tous. Vous connectez votre compte bancaire et vous n'avez plus rien à faire. Ça marche tout seul pour vous. Après, évidemment, dans l'application, on peut acheter du Bitcoin de manière ponctuelle, à partir de 1 euro. En plus. Et revendre quand on veut. On peut revendre à partir de 1 euro quand on veut et récupérer son argent sur son compte bancaire. Si on veut s'acheter une voiture. Voilà, par exemple. Ou partir en vacances, ou faire autre chose. Et après, on peut aussi programmer des achats récurrents, puisque l'arrondi, c'est simple, c'est ludique, mais peut-être qu'on se dit, moi, je peux mettre 100 euros de côté toutes les semaines ou tous les mois. Donc, on peut aussi dire, en plus ou à la place de l'arrondi, je veux mettre un montant fixe sur une fréquence déterminée. Donc, tous les jours, toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois, il y a tout ça qu'on peut configurer dans l'application. Je veux mettre tel montant. Et voilà. Et ça a gagné il y a 2 ans comme ça. Ou 100 euros par jour même. C'est chacun en fonction de ses moyens. Ouais. Non, mais ok, en fait, tu peux. Mais ça, c'est hyper intéressant. Et donc, tu as un livret d'épargne. Donc, c'est-à-dire que ça, tu n'as rien à gérer, en fait. Tu n'as rien à gérer. Nous, c'est pour ça que je donne cette analogie où on est un peu. Alors,
je dis ça, c'est pas du tout... on n'est pas une banque, hein, parce que ça, c'est très important, mais c'est juste pour que les gens schématisent un peu comme une banque de Bitcoin, dans le sens où on les gère pour vous, en fait. Et c'est ça, on est régulé pour ça, d'ailleurs. On est régulé pour fournir 2 types de services. Un, c'est l'achat-vente de Bitcoin contre des euros. Et deuxièmement, on est régulé pour ce qu'on appelle la conservation de crypto pour le compte de tiers, c'est-à-dire on les conserve pour vous, comme un coffre-fort numérique. Donc nous, c'est ce qu'on a développé. Et du coup, vous déléguez cette responsabilité à nous et vous gérez tout depuis votre application mobile. C'est hyper simple. Vous achetez, vous vendez, vous retirez. Je vous mets un lien cliquable sous la vidéo, si vous voulez aller voir dans la description. Si vous avez téléchargé l'application BizTac pour essayer, pour commencer à mettre un petit peu, puis après vous verrez si ça fonctionne bien, si vous en êtes content, puis au bout d'un mois, vous verrez si ça arrondit, vous pouvez en acheter plus, monter. De toute façon, il faut y aller toujours crescendo dans ce qu'on fait. Exactement. Le principal, c'est déjà, je pense, de mettre un pied dedans pour essayer. Moi, je l'ai fait il y a 3 semaines, hein, je te l'ai dit avant. L'arrondi, c'est pour ça que... Enfin, je dis ça parce que c'est ce que tous nos utilisateurs font. Hein. Ils démarrent avec l'arrondi. Parce que l'arrondi, c'est quelques centimes. Alors même si ça représente 10-15 euros, voilà, c'est que 10-15 euros. Pour certains, ça peut quand même être beaucoup. Mais en fait, c'est aussi ce qui est assez drôle avec l'arrondi, c'est que c'est proportionnel à votre pouvoir d'achat. À ce que vous dépensez. Donc les gens qui dépensent beaucoup, ils vont épargner beaucoup. Les gens qui dépensent moins, ils vont pas se faire surprendre. Ça va mettre moins d'argent de côté. Ça ne sera pas un énorme trou dans la caisse. Exactement. Et à la fin de l'année, ils pourront voir déjà. Voilà. Même toutes les semaines, le but, c'est qu'ils ouvrent l'app quand ils veulent. Ils peuvent suivre. Il y a une notification qui est envoyée dès que c'est prélevé et converti en Bitcoin. Ils peuvent suivre l'évolution de leur portefeuille, de leur compte épargne. Ils peuvent retirer quand ils veulent. Et pour mettre en perspective, on a lancé ça il y a 2 ans. On a quand même aidé plus de 100 000 Français à épargner 100 millions d'euros en Bitcoin. Là, tu as plus de 100 000 clients déjà ? Plus de 100 000 clients, ouais. Sur l'appli ? Qui ont mis 100 millions d'euros en Bitcoin. Waouh ! En épargne, comme ça, récurrente. Ah ouais, dont 40 millions qui doivent être de l'arrondi. D'accord. Ah oui, donc t'as beaucoup de monde. Ouais. Ça fonctionne. Vous êtes combien là aujourd'hui ? On était 0, 2, 5, 9 et là on est 16. Ah bien joué. Ouais. En 2 ans ? En 2 ans, ouais. C'est pour ça que je le mentionnais comme ça, mais ouais, pour donner une idée aux gens. Avant qu'on montre dans 2 secondes physiquement, parce que moi c'est un vrai truc, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de voir, j'ai besoin que tu nous montres si tu veux bien, mais Benjos va zoomer sur le truc pour que vous puissiez vraiment les voir de près, sorte de clé USB qui a de transporter votre Bitcoin. Si vous voulez le prendre en physique, vous n'êtes pas obligé d'ailleurs, ce que tu disais, tu peux le laisser sur le... On peut te déléguer à des plateformes comme BitStack par exemple. Sur le wallet, c'est ton portefeuille en gros numérique. Juste avant, tu disais un truc, tu sais, il y a une perte de pouvoir d'achat organisée. Et tu disais ça dans une interview. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors en gros, dans la société actuelle, où d'ailleurs on parlait de monnaie étatique, donc il n'y a plus l'or, etc. Maintenant, c'est monnaie infinie, en fait, qu'on peut créer à manière arbitraire. Qui est plus reliée à l'or, ouais. Qui est plus reliée à l'or, exactement. Les banques centrales peuvent donc créer de la monnaie, comme ça, et avec le but de stimuler l'économie. Parce qu'ils partent du principe qu'en intervenant, en créant de la monnaie, donc en modifiant les politiques monétaires, on peut stimuler l'économie et donc générer de la croissance. Sauf que, petite parenthèse, avoir de l'argent infini dans un monde avec des ressources finies, juste pour que les gens commencent à se poser des questions, c'est un problème. Autre parenthèse, on appelle à la sobriété par rapport justement au changement climatique. Appeler à la sobriété quand on crée de l'argent infini qui pousse à la consommation et même à la surconsommation, pareil, ça paraît problématique. Donc, il faut peut-être se pencher à la question sur la source du problème qui est le système actuel. Et donc, c'est ce qu'on a un peu élaboré. La Banque centrale a pour objectif de générer 2% d'inflation. Ça, c'est l'objectif. C'est-à-dire, à minimum, il y a 2% d'inflation. Pour donner une perspective, même si d'ailleurs, c'est pas le pire, parce que 2%, ça reste relativement faible, mais rien que 2%, en 30 ans, vous perdez la moitié de votre pouvoir d'achat. Putain. Avec 2%. Sachant qu'en France, j'ai plus les chiffres, mais dernièrement, on était à bien plus que 2%. Hein. Oh là là. Et on nous disait qu'on était à 4-5, mais en plus, on était... C'est-à-dire que si tu as 10 000 euros d'économie sur un compte qui ne bouge pas... Voilà, si tu as 10 000 euros en cash... Tu perds en 30 ans... En 30 ans, tu pourras acheter 2 fois moins de choses. Enfin, c'est schématisé. Hein, c'est le pouvoir d'achat. C'est très clair. Avec 2% d'inflation, et on a bien plus que ça. On a bien plus que ça. Si c'est 10%, il faut faire le calcul, mais à mon avis, ça va très vite, hein, puisque c'est un peu comme les intérêts. On perd quasiment 18%. Si le calcul, on imagine que c'est 2% par an l'inflation. On perd 18% en 10 ans. Ouais. Voilà. Et si c'est 10% d'inflation ou plus, parce que bon, en France, ça n'a jamais été vraiment beaucoup plus, mais il y a des pays, encore une fois, où ils ont de l'hyperinflation à 2 chiffres. Ça, c'est la moitié des personnes sur la planète ont une hyperinflation à 2 chiffres. Qui investit le plus dans le Bitcoin ? Si on regarde les profits... chez nous. Alors, c'est assez marrant parce que nous, vu qu'on a un positionnement qui est assez particulier, très grand public, toutes les catégories socio-professionnelles et socio-économiques sont représentées, c'est-à-dire on a des militaires, des gens de la profession libérale, des artisans, des étudiants, des retraités. Maintenant, il y a quand même une surreprésentation des jeunes, les 18-35 ans.
Une surreprésentation. Donc il y a les jeunes étudiants, jeunes pros, et il y a aussi pas mal de CSP+, parce qu'ils ont quand même plus d'argent. Donc ils ont des plus gros paniers moyens, par exemple. Mais c'est ça. Et il y a un peu de tout, quoi. Il y a un peu de tout, par contre. Tous les âges. Franchement, c'est drôle. Moi, quand j'ai vu que, par exemple, on avait plein de militaires, je trouvais ça assez drôle. On a plein de gens, profession libérale, des auto-entrepreneurs, plein d'étudiants, des retraités. Franchement, tout le monde est représenté. On a aussi des jeunes et des moins jeunes. C'est pas que pas que la profession. Légalement, c'est à partir de 18 ans, mais on a de 18 ans, du coup, je crois que les personnes les plus âgées sur la plateforme, elles ont plus de 70 ans. Alors, est-ce que tu viens nous montrer comment on transporte et comment on stocke les bitcoins, comment ça s'appelle, comment ça fonctionne? On peut les hésiter sur BitStack, mais en fait, partout, tu peux te promener avec et tu peux les garder, quoi. Ouais. Alors, généralement, le parcours type, c'est les gens vont acheter du bitcoin sur des plateformes comme BitStack, et il y a des personnes pour qui ça va être important. Il y en a qui vont pas faire confiance à la plateforme, comme nous. Ils vont se dire, moi, je veux que le risque soit nul, parce que le risque, il est quasi nul sur une plateforme comme nous, mais il n'est pas nul d'un point de vue théorique. Il peut toujours se passer quelque chose. Et donc, il y en a, ils veulent éliminer ce risque, ou juste, ils veulent adhérer à la philosophie pleine du Bitcoin, qui est que moi, je le possède réellement et personne d'autre. Donc, il existe ces petits boîtiers. Qui s'appelle comment? Alors, ça, c'est une clé USB classique, la première, là. Alors non, de décrire si pas vous une nous clé USB écoutez en classique, podcast audio. Ça ressemble, mais c'est pas une clé USB. Alors, pour schématiser, on va dire que c'est comme une clé USB, mais c'est pas une clé USB, juste pour que les gens sachent. C'est des petits boîtiers qui se connectent à un ordinateur et, en fait, qui vont être l'équivalent d'une clé. Imaginez un coffre-fort physique. Un coffre-fort physique, il faut une clé pour l'ouvrir. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour accéder à votre Bitcoin, il vous faut une clé numérique, ce qu'on appelle une clé privée. Et cette clé privée, elle est dans ce boîtier. T'es obligé, même pour BitStack, d'avoir une clé comme ça, non? Non, justement, BitStack gère tout pour vous. Vous, depuis l'application, vous pouvez initier une transaction et envoyer du Bitcoin. Mais tu peux acheter des Bitcoins sur BitStack et les transférer sur ta clé si exactement. Tu peux faire les deux. Donc tu peux acheter du Bitcoin. Généralement, voilà, par exemple, on va dire un parcours type. Il y a plein d'utilisateurs chez nous, ils épargnent en Bitcoin sur BitStack et tous les mois, ce qu'ils ont accumulé, ils vont le sécuriser eux-mêmes sur ces boîtiers-là. Comme ça, c'est eux qui les détiennent et personne ne peut rien y faire. C'est-à-dire, aucun gouvernement, aucune autorité va pouvoir leur prendre leur Bitcoin à part s'ils viennent chez eux. Et donc là, j'ai pris 3 marques, il y en a plein. Hein. Maintenant, c'est devenu... D'ailleurs, ça s'est beaucoup démocratisé. On a celui-là qui est de la société Ledger, qui est une société française, qui est d'ailleurs le boîtier le plus simple à utiliser, je dirais. Comment ça fonctionne? Je le branche à mon ordi, je télécharge le logiciel de cette marque et je suis les instructions. Globalement, en fait, c'est très simple. Ça va vous dire, voilà votre clé. Il faut la mémoriser parce qu'ils vous permettent quand même, dans le cas où vous perdez le boîtier, il y en a qui vont se dire, ah mais si je perds le boîtier, je perds tout mon argent. Entre guillemets, oui, mais ce qui est important, c'est la clé qui est dedans. Ils vous la donnent, donc vous pouvez l'écrire sur un papier. Donc généralement, c'est ça qu'ils vous disent de faire, c'est ce qui est recommandé. C'est d'écrire ces 12, ça se schématise en 12 à 24 mots. Ça va être, alors c'est en anglais. Papier, ciseaux. Papier, ciseaux, feuilles, etc. Et donc, généralement, les gens vont l'écrire et mettre ça dans un coffre-fort, par exemple, et ça dans un autre coffre-fort. Et comme ça, si vous perdez, vous pouvez toujours récupérer votre clé, puisque les 12 et 24 mots, ça permet de vous générer votre clé, en fait, votre clé privée. Mais sinon, la clé, elle est dedans. Donc, pour pas avoir à utiliser les 12 et 24 mots, vous avez ça. Vous allez saisir un code pour accéder, ça c'est un code à 4 chiffres ou à 6 chiffres, pour accéder au boîtier. Et donc, une fois que vous mettez votre code à 4 ou 6 chiffres, bah là, vous êtes connecté à votre portefeuille, et là, vous avez accès à vos bitcoins, par exemple, à votre crypto-monnaie, et vous pouvez initier une transaction. Alors, celle-là ressemble un peu à une clé USB, les autres ressemblent à des calculatrices. Ouais. On dirait une mini-calculette. J'ai pris, en fait, pourquoi j'ai pris ces 3-là, c'est 3 bons exemples de différents niveaux de difficulté. Pourquoi niveau de difficulté? Parce qu'il y a des compromis à faire. Celui-là est très simple à utiliser, mais la société, cette société, comme ça on la nomme pas, parce que là, pas forcément, il y a des aspects négatifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent savoir combien vous avez de Bitcoin. Ah oui. Ouais, malheureusement. D'accord. De 1 et de 2, ça c'est pas le cas que de cette société-là, mais vous le branchez à un ordinateur, et comme on donne souvent ce conseil de faire attention aux clés USB, des vraies clés USB qu'on branche, ou même des disques durs externes, parce qu'il peut y avoir des logiciels malveillants, des virus. Là, c'est la même manière, quand vous branchez un ordinateur, il y a techniquement une faille. Donc pour les puristes, et là je vais sur l'autre extrême, celui-là, ça s'appelle air-gapped, c'est-à-dire qu'il n'est jamais connecté à aucun réseau et jamais connecté à aucun ordinateur. Le transfert d'informations se fait par carte SD, comme sur un appareil photo. Donc c'est-à-dire, en fait, c'est assez complexe. Vous allez connecter une carte SD sur l'appareil, signer la transaction, c'est pour ça qu'il y a
Un clavier. Un clavier, vous allez dire activer en disant je veux envoyer tel bitcoin. Ça va vérifier que c'est bien vous le détenteur. Vous allez tirer la carte SD, vous allez la brancher à l'ordinateur et ça va lancer la transaction. Okay, il n'y a jamais de lien entre l'ordinateur. Ouais. Voilà, juste pour, je simplifie, mais c'est grosso modo ça. Celui-là... C'est un boîtier noir avec un écran dessus. Voilà, un boîtier noir avec un écran dessus. C'est l'équivalent du tout premier dont j'ai parlé. Très simple à utiliser, c'est juste que c'est une autre marque. Et ils ont un logiciel, en tout cas, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais qui est open source, c'est-à-dire que vous pouvez vous-même auditer comment le boîtier fonctionne. Vous pouvez checker le code quand ils ont développé ça. Parce que techniquement, on pourrait se dire, tiens, les fabricants de ce boîtier-là, dedans dans ce petit boîtier, ils auraient pu mettre un logiciel malveillant. Et en fait, vous, quand vous mettez vos bitcoins dessus, ils vous les volent derrière. Ah oui, waouh. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir vérifier le code, comment ça a été fabriqué. Mais ça, c'est des trucs de puristes, mais c'est important de pouvoir le faire. Donc il y a différents niveaux de compromis entre simplicité, mais il y a des failles. Encore une fois, théoriquement, il y a des failles, versus des très complexes. Et là, le niveau de sécurité, il est maximum. Est-ce que si on veut, on peut se faire virer son salaire sur BitStack directement ? Pas aujourd'hui, mais ça fait référence à une offre qu'on a annoncée, une nouvelle offre. En fait, on fait évoluer le produit parce qu'on a remarqué que les banques n'étaient pas très amicales avec la crypto-monnaie. Et du coup, nos utilisateurs avaient une expérience assez mauvaise avec leurs banques. En leur disant j'investis sur BitStack, enfin j'achète du Bitcoin, j'épargne en Bitcoin sur BitStack ou sur d'autres plateformes d'ailleurs, et leur banque leur empêchait. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a des banques qui empêchent leurs clients d'acheter du Bitcoin. Enfin, ça paraît fou, on fait un peu ce qu'on veut avec son argent, soi-disant, mais c'est le cas. Et du coup, ils avaient une expérience très mauvaise, et comme il y a ce sujet des banques en ligne, un peu nouvelle génération, nos utilisateurs revenaient vers nous et nous disaient, un peu en rigolant, si demain, vous nous offrez un peu les services classiques d'une banque, donc c'est quoi ? C'est un compte courant avec un IBAN, une carte, Visa, Mastercard, une carte de débit. Moi, je lâcherai ma banque demain et je viendrai chez vous. Et on s'est dit, en fait, il y a quelque chose là, puisque nous, on a établi une vraie relation de confiance. On sait que la finance de demain, elle incorporera le Bitcoin, puisque le Bitcoin, c'est un actif financier d'avenir. Et donc, la banque de demain, elle sera certainement intégrée au Bitcoin. Et donc, nous, est-ce qu'on ne peut pas devenir cette banque de demain qui est intégrée au Bitcoin ? Et donc maintenant, on fait un peu le schéma inverse qu'une banque classique peut-être aurait fait en rajoutant du Bitcoin à leur service actuel. Nous, on est spécialisé Bitcoin, et maintenant, on rajoute un peu les services classiques. Donc dans quelques mois, très bientôt d'ailleurs, en fait, on va l'annoncer. On l'a déjà annoncé, mais on va le sortir. Ce sera possible sur BitStack d'avoir des euros. Donc un compte courant avec des euros, avec un IBAN. On pourra déposer son salaire, on pourra effectuer des virements à n'importe Avec une carte et tout ? Avec une carte, Visa, Mastercard, qui permettra de dépenser. Et nous, la particularité, la proposition de valeur, la nouvelle proposition de valeur qu'on a annoncée, c'est encore une fois dans notre ADN Bitcoin que cette carte Visa elle vous permet de dépenser des euros n'importe où, puisque c'est une carte Visa, mais de gagner du cashback en Bitcoin sur toutes vos dépenses. C'est-à-dire vous allez dépenser chez Carrefour, vous allez dépenser n'importe où, Castorama, et quand vous allez dépenser vos euros, vous allez gagner du Bitcoin. Et ça va venir s'accumuler, encore une fois, dans votre portefeuille, votre compte épargne Bitcoin. Vous êtes bien noté, hein, j'ai regardé avant de te recevoir, Alex. 4,8 sur 5 sur l'App Store, Google Play, pareil. 6000 personnes qui ont noté, etc. Le service fonctionne. Ouais, on est super content parce les apps finance, il faut savoir que c'est très difficile d'être bien noté parce que comme on gère l'argent des gens, pour les gens, pour la petite anecdote, les applis bancaires et tout, elles sont très mal notées généralement. Et donc c'est un vrai enjeu. Et nous, on est une des apps finance les mieux notées sur les App Store. Donc effectivement, 4,8 sur Google Play, sur iOS. Et 6000, pas de notes, on en a beaucoup plus, mais avis, commentaires positifs, en fait, les gens qui ont vraiment écrit, qui étaient contents du service. Donc on est super contents. Et je pense que c'est le résultat du fait qu'on a, créé un produit hyper simple, vraiment. C'est accessible à tous. 2, on a un support client humain. C'est-à-dire vous parlez à des gens en France, dans nos bureaux, quand vous avez un problème. Ça, c'est quand même apprécié, parce que parfois, c'est des plateformes un peu exotiques, étrangères, et vous parlez à des robots. Et donc, voilà. Et puis, on est une société française. Nous, Kabir et moi, qui est mon cofondateur, on est hyper accessible en tant que fondateur de la boîte, même si aujourd'hui, techniquement, on fait plus de support client. En fait, on en fait encore parfois. Parfois, vous pouvez nous parler directement. On a même des groupes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous contacter hyper facilement. Donc, on essaie d'être assez proche de nos clients
Et ça, c'est hyper apprécié. Vous avez intégré un accélérateur. Ça s'appelle Y, en français, un Y Combinator, mais Y Combinator, en gros, qui est à Palo Alto. C'est un des fonds les plus sélects. Je crois que c'est 1,5% des dossiers qui sont acceptés. Vous avez intégré ce fonds-là. Dans quel but? Après, c'est grossir. C'est déjà assez sérieux, parce que juste pour vous sachiez, Y Combinator, donc Y Combinator, c'est Airbnb, Dropbox, par exemple, Reddit, etc. Twitch. Il a aidé beaucoup de boîtes, Twitch, par exemple. Ouais, on est super content parce que quand on est dans le milieu des startups, c'est vrai que c'est un peu c'est l'incubateur. Donc c'est un incubateur, c'est quoi? C'est un incubateur / fonds d'investissement. Qu'est-ce qu'un incubateur? C'est une structure qui accompagne les jeunes entreprises, les startups pour se développer, tout simplement. Pourquoi c'est aussi un fonds d'investissement? Parce qu'en plus d'être un incubateur et donc d'accompagner les boîtes, ils mettent des billes dans la boîte, ils investissent, ils rentrent au capital de la société. Ils sont hyper connus parce qu'ils ont démarré très tôt, ils sont dans la Silicon Valley et ils ont financé les plus gros géants de la tech, comme tu l'as dit, Airbnb, Twitch, etc. Et maintenant, c'est un process très standardisé, donc n'importe qui peut postuler. Il ne faut pas connaître quelqu'un. Et donc, quand les gens sont dans le milieu des startups, c'est un peu le rêve de participer parce que ça a monté des très grosses boîtes, ils sont hyper intelligents comme mecs. C'est tous des anciens entrepreneurs de ces boîtes, du coup, qui maintenant mentorent tous les jeunes entrepreneurs. Et donc, comment ça marche? On postule. Pour faire l'allusion au 1%, nous, on a fait en 2022, c'était 20 000 candidatures. Il y en a 2000 qui sont passés en interview et 200 qui ont été sélectionnés. Bon, bravo. Donc, c'est 1% à peu près. Donc, ça vous permet de grossir vite, là? Et donc ça nous a permis, de les faire entrer au capital. Donc, ils nous ont donné 500 000 $ quand même. Ça, c'est par défaut. Ils donnent à toutes les boîtes qui rentrent 500 000 $. Ça, c'est les Américains. Ils sont assez forts là-dessus. Ça se refuse pas. Ça se refuse pas. Et en plus, sur des conditions très favorables. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Et en plus, c'est une expérience incroyable puisque c'est 3 mois à San Francisco où on rencontre des anciens entrepreneurs qui ont monté... Moi, j'ai rencontré... mon mentor, par exemple, pendant mon programme, c'était un des cofondateurs de Twitch, Michael Sable. Donc, c'est tout ça pour dire que quand il vous parle, il vous raconte des histoires, c'est incroyable. Enfin, c'est en plus à l'américaine, c'est des boîtes énormes. J'ai rencontré le fondateur de Monzo, qui est une des plus grosses néobanques, l'équivalent de Revolut au UK, en Grande-Bretagne. C'est quoi la différence de mentalité avec les États-Unis qui t'a choqué? Qu'est-ce que tu as vu? Alors, il y a à différents niveaux. Un, c'est la prise de risque. C'est-à-dire là-bas, ils n'ont pas peur de prendre du risque. Il y a une culture de l'entrepreneuriat, en fait, globalement, qui est beaucoup plus développée. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour favoriser l'entrepreneuriat égale prise de risque. Donc ça va à différents niveaux. C'est les moyens qui sont mis derrière parce que l'entrepreneuriat, il faut le financer. Soit à travers des aides, soit à travers des incubateurs, soit à travers des fonds d'investissement qui viennent financer ces nouvelles technologies, ces innovations et ces sociétés-là. L'ordre de magnitude, il est 10 à 100 fois, je pense, supérieur limite que ce qu'on peut retrouver en France. Et une mentalité globalement très différente vis-à-vis de l'échec, parce que l'entrepreneuriat, on aime beaucoup le mettre en lumière, mais c'est quand même 99% du temps de l'échec. Ça, c'est la réalité. Et donc, si on crée une mentalité un peu à la française, historiquement, ça évolue dans le bon sens, où échouer, c'est pas bien, du coup, on n'entreprend pas, on prend pas de risques, on n'a plus envie, c'est mal vu. Alors qu'aux US, il y a un peu cet aspect, plus j'ai échoué, plus j'ai de chances de réussir. Parce qu'en gros... plus t'as essayé. Ouais, plus t'as essayé, c'est presque un jeu de statistiques, quoi. Au bout d'un moment, t'as 1% de chance que ça fonctionne, par exemple. Si tu le fais 100 fois, au bout d'un moment, ça va marcher. Et donc, eux, ils investissent plus dans les gens qui ont échoué plein de fois que quelqu'un qui le fait pour la première fois. C'est vrai. Et qui a jamais échoué, ouais. Ils disent, lui, il a essayé, il a raté 10 fois. Ouais, maintenant, il a compris certaines choses, peut-être. Alors évidemment, si vous arrivez en faisant les mêmes erreurs que les dernières fois, ça va pas le faire. Mais si justement, vous avez montré que vous avez appris plein de choses, ça, ils apprécient beaucoup. Donc c'est une combinaison de toutes ces choses-là. Il y a beaucoup plus d'argent pour financer l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup plus de moyens autres que financiers pour accompagner les structures. Il y a ce qu'on appelle un mindset, une mentalité qui est complètement différente sur la prise de risque, sur l'échec. Et en France, c'est vrai qu'on l'a moins. Maintenant, c'est en train de changer. On a plein de figures quand même aussi, assez cool, comme Xavier Niel, qui investit quand même dans beaucoup de startups, qui a investi dans la nôtre aussi, via son fonds d'investissement. Donc ça change. Il y a Station F, qui est aussi une autre initiative de Xavier Niel, qui est le fondateur de Free, qui est le plus gros campus de start-up au monde, dans lequel on a nos bureaux. Donc voilà, c'est un vrai écosystème pour nourrir l'entrepreneuriat avec des entreprises, des start-up, des partenaires, des écoles, donc des programmes universitaires pour leurs étudiants qui veulent entreprendre. Donc ça évolue, mais c'est vrai que c'est un peu différent et c'est sur une autre échelle qu'aux États-Unis.
Il y a eu, pour terminer, un vol de Bitcoin, de Bonnie and Clyde, ils ont appelé ça même sur Internet. Je ne sais pas si tu as entendu parler, mais je trouve ça assez fou et drôle d'en parler là. En août 2023, un couple a piraté et a volé, alors j'ai noté 120 000 bitcoins. Énorme. Fois 60 000 euros, c'est beaucoup. 120 000 fois 60 000 euros, c'est énorme. Sur la plateforme qui s'appelle Bitfinex, l'équivalent de, ça fait à peu près 4 milliards, quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont été surnommés les Bonnie and Clyde new-yorkais du Bitcoin. Après, ils ont tenté de blanchir l'argent de diverses manières. Tu vois, c'est les plus complexes jamais vus selon l'administration fiscale des États-Unis. Ils ont pris 5 ans de prison, ce qui paraît énorme pour avoir volé 4 milliards d'euros, tu vois. Surtout qu'ils en ont peut-être mis de côté, je sais pas. Est-ce que ça veut dire que les plateformes peuvent se faire hacker? Et comment on peut être sûr que si on met de l'argent sur Bitstack, ça soit bien contrôlé? Alors, juste pour la petite parenthèse sur cette affaire, j'ai pas les détails, donc j'en ai entendu parler, hein, je vois exactement ce que c'est. Je crois qu'il y a même un documentaire, on peut se renseigner dessus, mais j'ai pas les détails de comment est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont procédé. Maintenant, pour la partie, effectivement, la question intéressante, c'est qu'est-ce qui est possible de faire. Encore une fois, et c'est le pari que mon associé et moi on a fait en rentrant en France, parce qu'il faut se dire que quand même rentrer en France, et je parlais d'exigences réglementaires, ça a un coût, c'est chiant, c'est des obligations auxquelles on doit répondre. Il y a un peu cet aspect peut-être plutôt facile de se dire j'aurais pu monter une plateforme à l'étranger où il y a moins d'exigences et moins coûteux. Mais en fait, en faisant ce pari-là, on s'est dit que justement les gens, si demain on voulait que le Bitcoin soit grand public, que ça soit démocratisé, que ça soit accessible à tous et que tout le monde puisse s'y mettre, il faut créer vraiment un acteur de confiance. Et quand on crée un acteur de confiance, ça veut dire être conforme à toutes ces règles-là. Et donc, par exemple, être conforme, ça veut dire passer des audits de cybersécurité pour checker que la plateforme, qu'on puisse pas la hacker. Par exemple, sur Bitstack, que les fonds de l'entreprise soient séparés des fonds des clients. Parce qu'on n'a pas parlé de l'affaire FTX, mais ça, c'est un autre cas où le dirigeant de la boîte a quand même détourné 8 milliards de fonds de ses clients pour ses intérêts perso, pour financer de la politique, pour financer des apparts aux Bahamas, des penthouses. FTX, c'est quoi? C'est une plateforme d'échange, pareil? Ouais, alors on peut peut-être plus parler d'FTX, parce que l'autre, ça je la connais bien. FTX, et puis c'est une grosse affaire, c'est la plus grosse. C'était la deuxième plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, qui générait des milliards de volumes d'échanges, d'achats, de ventes de crypto-monnaies, qui a été fondée par un entrepreneur qui s'appelle Sam Bankman-Fried, donc SBF pour les intimes, et qui en plus, c'est quand même assez drôle, a été financé par les plus grands fonds d'investissement au monde, donc les plus grands fonds de capital risque qui investissent dans les startups, parce qu'il était vu comme un génie. Et il se donnait une image de lui, jeune génie. Bon, il était certainement très smart, mais jeune génie, en plus philanthrope. Donc lui, il se disait, ça y est, j'ai 20 et quelques années, je suis milliardaire déjà, je veux certainement être encore plus riche, plus la boîte se développe, et je vais donner tout ça à des œuvres caritatives. Donc il se donnait cette image, et avec le recul, c'est drôle, parce qu'en fait, il volait l'argent des gens quand même. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a détourné 8 milliards de dollars de fonds de ses investisseurs, de ses clients, pour financer des activités perso, financer une autre de ses sociétés qui faisait du trading. Enfin voilà, c'est un truc un peu chelou. Et il a été arrêté quand même. Il a pris combien? Et alors là, l'affaire est en cours. Je crois qu'il a pris à peu près 25 ans. Mais je crois que c'est encore en cours. Et c'est aussi ce qui est en cours, c'est que les gens essaient de récupérer leur argent. Donc maintenant, la boîte est en liquidation. Les actifs, ils sont en train d'être vendus, donc les cryptos que la société. Donc toi, tu n'as pas accès, en gros, ce que tu disais, à l'argent des clients. Ça, cette société, elle était immatriculée aux Bahamas. Donc peut-être il faut se poser des questions si on passe par une plateforme où il n'y a pas de siège social, on ne sait pas qui sont les dirigeants, où ils se disent être régulés, mais auprès de quelle autorité? Parce qu'être régulé auprès de l'autorité aux Bahamas, parce qu'ils disaient être une plateforme régulée. Mais je ne dis pas que c'est pas bien, mais c'est pas la même chose que auprès de l'autorité des marchés financiers en France, qui est une des autorités les plus strictes et rigoureuses au monde. Vous êtes basé où, vous? Nous, on est à Paris. Notre siège social, alors pour la petite anecdote, mais comme on en a parlé, il est dans le sud. Non, ça aurait été drôle. Mais dans le sud, puisque vu que j'étais d'Aix-en-Provence, quand j'ai créé la société, je l'ai créée à Méreuil, donc c'est une petite commune à côté d'Aix-en-Provence. Mais notre établissement, où nos bureaux sont à Station F, donc dans le 13e à Paris. Mais toute la société est française. Et on est régulé en France. Et donc, voilà, ça veut dire vérifier l'honorabilité des dirigeants. Ça veut dire avoir des audits de cybersécurité. Ça veut dire avoir des politiques de lutte contre le blanchiment d'argent. En fait, tout ce que des institutions financières classiques doivent faire, nous, on est régulés de la même manière. Et en plus, effectivement, les fonds sont ségrégés. C'est-à-dire que les fonds des clients sont à un endroit, les fonds Bitstack sont à un endroit. Donc, nous, si on fait faillite, on nous pose souvent la question, si on fait faillite, nous, on fait faillite, ça c'est sûr, mais vous récupérez votre argent.
Et en plus de ça, on n'investit pas vos fonds. Parce que ça, c'est beaucoup de plateformes font ça, je finis là-dessus. C'est-à-dire, peut-être qu'ils font quand même cette chose, ils dissocient les fonds, mais ils vont dire que vous placez de l'argent, ils vont faire comme une banque. D'ailleurs, donc en fait, théoriquement, BitStack, c'est plus safe qu'une banque. Pourquoi ? Parce qu'une banque, elle place votre argent. Vous mettez vos dépôts dans un compte épargne, dans un livret A, et ils la placent pour rémunérer, d'ailleurs, les comptes, ou pas. D'ailleurs, si vous laissez juste sur votre compte courant, eux, ils les placent, ils sont de l'argent, mais en plus, vous ne recevez rien. Mais si c'est sur un livret A, ils vous refilent quand même une petite partie. Donc, ils font ça. Et ils le disent très bien, c'est connu, c'est la règle. Sur une banque, on récupère 100 000 € si elle fait faillite. C'est le seuil. Voilà. Sur BitStack, c'est ce qu'on appelle de la réserve fractionnaire. C'est-à-dire, je dois tant. Ouais, c'est décorrélé de. C'est décorrélé de ce que vous détenez réellement. Sur BitStack, il n'y a pas de réserve fractionnaire. Un bitcoin, que vous achetez un bitcoin, c'est un bitcoin dans un coffre-fort numérique. Donc, qu'on fasse faillite ou qu'il se passe quoi que ce soit, il y aura toujours votre bitcoin ou vos fractions de bitcoin, si vous avez acheté quelques centimes de bitcoin, dans un coffre-fort numérique que vous allez récupérer. Je vous mets le lien sous la vidéo, vraiment. Si vous voulez aller voir, juste télécharger l'appli déjà, regardez comment c'est foutu à l'intérieur, c'est gratuit, vous la prenez, vous regardez, vous pouvez essayer d'acheter 2 € de bitcoin, vous voyez comment ça évolue. Ça, moi j'y vais, je t'ai dit, j'ai acheté pour de vrai tout à l'heure, j'ai acheté 20 €. Et juste pour essayer, et puis là c'est à 22, tu vois, en 3 semaines. Je regarde, j'ai acheté de l'Ethereum aussi, j'ai essayé, mais j'ai plus confiance en Bitcoin qui est plus connu depuis longtemps et c'est un peu plus universel. En tout cas, voilà, je vous mets le lien cliquable sous la vidéo dans la description. Si vous nous écoutez en podcast audio, je le mets aussi dans la description sur l'application où vous nous écoutez, par exemple Spotify, Deezer ou Google Podcast. Merci de faire de Légende premier podcast de France. Là, au jour du tournage, on est numéro 1 des podcasts en France. Donc merci à vous tous de nous écouter ou de regarder. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça nous aide beaucoup sur le référencement quand vous commentez l'émission aussi. Merci d'être là. Merci à toute l'équipe de l'avoir préparé et merci à toi d'être venu nous parler de ça. On n'avait jamais parlé de crypto-monnaie, c'est un nouveau sujet. Voilà. Alexandre Roubaud. Merci pour l'invitation. T'as dit tout ce que tu voulais dire, j'ai pas oublié de question. Non, écoute, top. C'est vrai que ce sujet n'avait jamais été abordé, donc content d'être le premier. T'es le premier, ouais. Puis, on voulait le faire proprement en fait. Ouais, c'est ça. Aussi. Mais non, mais c'est cool. J'espère que les gens ont pu. C'est un sujet. Déjà, on pourrait en parler pendant très longtemps. Il y a plein de sujets annexes en fait qui est liés au Bitcoin ou à la crypto-monnaie. C'est complexe, c'est vrai. C'est technique. Là, par comment ça fonctionne, c'est du logiciel informatique. Mais je pense que j'invite vraiment les gens à creuser le sujet, à se poser des questions, à questionner en fait le système actuel et dire pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui se penchent sur le Bitcoin, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui dévouent leur temps à même créer des sociétés sur le Bitcoin, tu vois, pour démocratiser le sujet, c'est qu'il y a peut-être quelque chose, c'est que c'est peut-être positif pour la société. Donc vraiment, voilà, regardez, informez-vous et j'espère que les gens en auront appris un peu plus. Merci à toi et oublie pas tes portefeuilles Ledger sur la table. Merci beaucoup et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur Légende. Ciao tout le monde.